Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf chercheur. Aujourd'hui, un sujet qui mixe vie marine méconnue, transition énergétique et débats internationaux. Le deep sea mining, autrement dit le minage en eau profonde, consiste à aller récolter de 2 à 6000 mètres de profondeur des métaux rares. Du cobalt, nickel, lithium, bref tout ce qu'il faut pour assurer la transition énergétique et construire des batteries de voitures électriques et même les aimants au cœur des éoliennes. Pour discuter de ce sujet, je reçois Pierre-Antoine Desandier, chercheur en écologie benthique, c'est-à-dire un spécialiste de la vie des profondeurs. Il discutera avec nous des inconnus, des dangers de la pratique et de l'état actuel des autorisations, en plus de partager son expérience. Justement, je vais vous faire une intro. Voilà, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau, c'est ce genre de choses. Donc là, par exemple, il y aura 3 choses différentes. On en parlera avec lui au fond de l'eau qui sont intéressantes. Mais l'une d'elles, c'est justement ce genre Alors, souvent, les gens résument par une grosse patate dans l'eau, parce que c'est à peu près ça en termes de taille. Une grosse patate, une grosse boule de métaux, en fait, qui est juste vraiment posée au fond de l'eau, et qui contient donc en son cœur des métaux rares. Pas que rares d'ailleurs, hein, il y a aussi du cuivre, du fer, du manganèse, mais il y a aussi des petites traces, 1%, de lithium, voilà, etc. D'autres traces, plutôt cobalt et nickel d'ailleurs, qui sont intéressants. On en parlera un petit peu après. Donc vous voyez là, voilà, tout le monde parlait un petit peu déjà que c'était un côté un peu menace. Il y a eu aussi des articles du Monde. Vous voyez, exploitation minière de l'océan, les appels à une pause de précaution se multiplient. Alors pourquoi est-ce que j'en parle d'ailleurs? C'est parce que, alors on en parlera un petit peu plus après, mais il y a eu en fait, il y avait des clauses législatives, on reviendra dessus, qui en gros se terminaient en juillet de cette année. Ce qui fait que là, il y a eu une réunion assez importante entre plusieurs États en Jamaïque, à Kingston. C'était pendant tout le mois de juillet, ça s'est étalé pendant plusieurs jours, en tout cas, de réunions, dans laquelle il y avait le risque, en tout cas, qu'il y ait une autorisation d'exploitation qui soit allouée. Parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui est interdit d'aller miner sous l'eau, et il y avait donc cet enjeu-là. Donc c'est pour ça que j'en parle maintenant, vu qu'il y a eu une actualité, et aussi parce que du coup par rapport à cette actualité-là, j'ai écrit un article justement dessus, qui est fini, je dirais pas pour qui, parce qu'il est pas encore publié, donc j'en parlerai pas plus, mais voilà, en tout cas qui m'a permis justement de creuser le sujet. Sans mauvais jeu de mots. Alors bref, voilà, je voulais vous montrer ça. Hop, voilà, ça c'est une infographie faite par Lacroix. Ça vous permettra de voir un petit peu qu'est-ce que c'est en fait, grosso modo, en tout cas le deep sea mining. Dans les plans, hein, vu que ça a été fait en fait, il y a eu des expérimentations qui ont été faites, mais ce n'est pas encore approuvé. Donc typiquement, voilà, alors là je décris un petit peu l'image aussi pour le podcast, si jamais je le mets en podcast, ça, mais on a un bateau qui est en surface, donc c'est un bateau qui est, voilà, un gros bateau quasiment comme pétrolier, c'est c'est assez lourd, qui en fait est connecté par un long tuyau jusque dans les profondeurs à une machine en fait qui est directement au sol. Alors ça dépend, là c'est vraiment pour les nodules d'ailleurs, parce qu'il y a, comme je disais, il y a 3 types de métaux qui sont au fond. Les nodules, donc les petites patates au fond, c'est comme un gros champ de patates, on va dire, qui sont vraiment, c'est assez large, hein, ça peut être assez énorme. Je crois qu'il y a genre parfois 15 kg par kilomètre carré, un truc comme ça, c'est quand même pas mal. Et voilà, qui va juste en fait, un robot qui va être au fond, qui ramasse les nodules, qui les fait passer dans un tuyau, et le tuyau remonte jusqu'au navire, et ensuite il largue en plus le surplus, disons, au milieu de la colonne d'eau. Et pendant ce temps-là, le vaisseau, lui, continue, mais il décharge sur un autre bateau qui lui ramène sur Terre, et il continue comme ça, sa récolte, en avançant par rapport au champ. Je peux vous remontrer aussi une petite vidéo, même si je pense qu'on la montrera peut-être après avec Pierre-Antoine Desandier. Il y avait celle-ci, voilà. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux pendant qu'on en parle. Donc au moins, pour comprendre un petit peu la logique, vous voyez, on a un grand vaisseau, on a le gros... c'est quand même un gros robot, hein. Ça pèse plusieurs tonnes, c'est genre 15 tonnes, je crois, plus un truc comme ça, de grandeur. Et c'est, voilà, avec vraiment chenilles, etc. On le descend tout au fond de l'eau, donc quand même 6000 mètres, c'est pas mal. Oh, bienvenue. Ah mince, c'est vrai que du coup, l'alerte, par contre, est quand même là. Je sais pas si je laisse cette alerte-là. C'est bien au moins de voir. Celle de Twitch, je peux la laisser peut-être. Elle est plus discrète. Mais merci du coup. Alors, comment on prononce d'ailleurs? Aswin, ok. Et donc voilà, donc le robot, voilà, bah, c'est bien pendant ce temps-là, ça a fait la chute du robot jusqu'au plancher océanique, qui, voilà, le robot est posé. Et après, alors là, il y a différentes méthodes, mais en gros, ça va un peu racler le sol avec des jets pressurisés aussi, histoire d'engloutir vraiment tout, mais sans ménagement. Alors déjà, vous voyez un des premiers impacts, on peut imaginer déjà l'impact qu'il y a sur le sol, c'est que voilà, ça racle le sol, ça prend tous les sédiments dedans dans le truc, il y a déjà un tri qui a lieu pour garder que les roches, on va dire, et tout le reste est largué derrière. Donc c'est ça le long panache de fumée qu'on voit derrière, et autour d'ailleurs, mais ça c'est plus en passant dans le sable. Donc il y a plein de sédiments qui sont déjà éjectés à l'arrière, et pendant ce temps-là, les nodules, vous allez le voir dans la vidéo, passent dans le câble et remontent à la surface.
Voilà, je la laisse un petit peu pour l'instant, le temps que je coupe. Moi, je vais couper mon truc des alertes. Et bonjour à Madrago. Alors, j'ai vu d'ailleurs que là, il y aura pendant qu'on fait cette émission, il y aura l'atterrissage de la sonde martienne, la sonde indienne, pardon, sur la Lune. Sonde martienne, pas encore. Bon, bref, une sonde indienne sur la Lune, donc ça va être vers 14h30, je crois. On essaiera de suivre un peu. Vous voyez, l'animation est bien faite. Elle est faite par des industriels, par contre. Donc, ils ne montrent aucune vie. Ça, justement, c'était un peu le truc. Bon, s'il n'y avait pas de vie sur place, ce serait pas trop un problème. Mais voilà, le problème, on va en discuter avec Pierre-Antoine Sandy après, c'est qu'il y a toute une faune et une flore sur place qui a besoin de ces nodules. Ils ont vraiment besoin de ça. Qui, de plus, est une faune vraiment très fragile, vu que vous imaginez, hein, là, on est à une profondeur où il n'y a même pas de lumière, donc c'est des choses c'est une forme de vie extrêmement fragile qui vit, vraiment survit presque à cet endroit-là. C'est pas, il n'y a pas des bancs de poissons gigantesques. Pour montrer un peu, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut montrer? Alors, attendez, il faut que je retrouve. Voilà, quelques exemples, en tout cas, de faune et de flore. Ici, on a quoi? Une anémone, qui est, voilà, sur un nodule, par exemple. On a différents trucs. Ici, encore une anémone d'ailleurs, qui est elle-même sur une éponge d'ailleurs, parce qu'après, ça peut être comme ça aussi, apparemment. Il y a des éponges qui sont sur le nodule, et ensuite, ils ont besoin de l'éponge qui est dessus pour survivre. Donc, il y a, voilà, différentes choses comme ça. Alors, je sais pas si là, il y a une autre petite photo. Non, celui-là, il n'y avait pas. Bref, j'ai pas mal de documents. D'ailleurs, tous les documents, je vous le mettrai aussi, pour ceux que ça intéresse, encore une fois, sur le Discord, dans une partie spéciale pour les abonnés. Vu que voilà, c'est comme ça que je récompense ceux qui soutiennent l'émission, à force avec un petit truc comme ça. Après, l'enjeu par contre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cet enjeu justement maintenant du deep sea mining. C'est parce que ces métaux, donc comme je disais, les métaux rares, sont ceux qui sont nécessaires pour en fait la transition énergétique. Pour montrer un petit peu les besoins en tout cas qu'il va y avoir en termes de composés. Vous voyez, pour les voitures électriques par exemple, beaucoup de cuivre, du lithium, du nickel, du cobalt aussi un petit peu. Donc pour faire en tout cas... Après quand on dit métaux rares, là c'est pas les terres rares par contre, c'est un peu différent. Mais après les métaux rares, voilà, après c'est tout est question de besoin aussi et de demande dans le monde. Mais comme on veut passer justement à avoir beaucoup plus de voitures électriques, vous voyez un peu les estimations en termes de... Je vous remettrai d'ailleurs tout le document, il sera sur le Discord du coup pour ceux que ça intéresse. Mais on voit que en tout cas si on veut arriver à une neutralité carbone en 2050, il faut qu'on ait à peu près tout en électrique. Et ça veut dire énormément de batteries. Donc ça, c'est le problème principal, justement, pour les pauvres petits nodules, justement, qui aimeraient bien être tranquilles. Mais ce graphique-là est très intéressant aussi, pour ceux que ça intéresse. Là, on voit parce que, justement, il y a les matières rares, mais en fait, là, ça montre... C'est un graphique qui est fait par, justement, c'est un truc de l'Europe, alors je sais plus, c'est le comité scientifique européen, qui montre, en tout cas, les besoins selon les matériaux, vous voyez, enfin, en tout cas, selon les envies, genre faire des batteries, des cellules, des éoliennes, du photovoltaïque, des robots, etc. Et en fonction des métaux, et on a un code de couleur qui va justement du vert pour un métal qui est assez courant finalement dans les gisements actuels, à un besoin qui peut être très élevé en termes de le risque en tout cas de ressources. Donc là voilà, on peut voir que par exemple les plus rares actuellement c'est les terres rares justement, et c'est complètement sur les éoliennes vu qu'en fait c'est dans les aimants des éoliennes il y a des terres rares pour les aimants en fait qui sont au cœur des éoliennes. Donc ça typiquement dans le fond de la mer aussi, sur ces nodules et dans d'autres, il y a aussi des terres rares, donc ça peut être un des intérêts aussi pour l'avoir. Ensuite vous voyez que même dans les trucs assez hauts, le magnésium, etc., tout ça c'est des choses qui sont pas trop dans les nodules. Par contre dans tout ce qui est modéré, le cobalt et l'eau, donc du lithium, etc., ou même un peu parfois du nickel, etc., du cuivre, c'est des choses qu'on peut trouver mais qui sont pas forcément finalement si problématiques. Donc ça justement, je dis ça parce que là c'est la réalité à peu près du terrain on dirait, et les industriels, eux, ce qu'ils parient c'est de dire qu'on en aura besoin beaucoup plus que prévu. Donc il y a des industriels là qui veulent justement aller au fond de l'eau, comme par exemple The Metal Company, qui est une société justement canadienne, qui est justement, c'est elle qui a fait une demande par le biais de l'état insulaire de Nauru, qui en gros a fait une demande à l'autorité en charge des fonds marins, qui est mandatée par l'ONU, qui s'appelle, en anglais c'est l'ISA et en français c'est l'AIFM, donc c'est Autorité internationale des fonds marins. Et donc c'est pour ça, c'est à cause de cette demande faite par des industriels qu'ils ont dû se réunir pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Et vu que là, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, ça veut dire que c'est connu depuis longtemps qu'il y a des choses au fond de l'eau, mais vu que c'est compliqué, il fallait aussi pas mal de technologies pour permettre. Maintenant, ça devient possible, et les industriels, voilà, cherchent à y aller, et ils voudraient bien avoir l'autorisation d'y aller. Le truc, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de code minier du tout qui encadrerait la pratique, donc c'est vraiment, pour l'instant, il n'y a rien de fait, quoi.
Et là, typiquement, le résultat qu'il y a eu en juillet, pour vous dire, c'est qu'il y a certains pays comme la France typiquement est opposée à ça. C'est Emmanuel Macron lui-même qui s'était opposé, un peu par surprise d'ailleurs, apparemment d'après les chercheurs, ils n'étaient pas trop au courant, mais sans doute dû au rôle des activistes justement derrière. Et donc la France, ça fait quelques années maintenant, enfin depuis au moins un an, qu'elle porte un peu la voix justement contre cette pratique. Et par contre, d'autres pays, typiquement la Chine ou je crois qu'il y avait aussi le Mexique, qui voulaient dire quand même autoriser, ou au moins réfléchir à faire un code minier. Mais du coup, ce qui reviendrait à autoriser. Et donc, bon, tout ça c'est bien, mais au final, voilà, je vous montre un peu les besoins qu'il y a, les roches, etc. Mais bien sûr, le vrai problème, c'est qu'il y a plein de vie au fond de l'eau. Et ça, on va en discuter donc avec Pierre-Antoine Descendier, pour bien comprendre que le fait d'aller au fond de l'eau, c'est pas sans conséquence, ça va juste détruire en fait énormément de vie sur place, et des vies qu'on ne connaît même pas en fait. C'est ça qui est assez dramatique en termes de... pour un scientifique surtout, c'est que ce sont des formes de vie qu'on ne connaît même pas encore. Là, on en reparlera un petit peu après, mais alors je vous ai parlé vite fait des nodules, donc ça c'est vraiment ce qui est au fond de l'eau. Mais en fait, il y a d'autres formes, il y a aussi d'autres métaux qui sont près des sulfures hydrothermaux, donc vous savez, les genres de volcans sous-marins. Et par contre aussi sur des encroûtements, donc comme ça, des trucs qui sont un peu en colline avec un peu plein de coraux. Mais ça c'est compliqué du coup pour y aller, comme on voit là, c'est très très en pente sur cette photo-là. Alors, pour reprendre un petit peu les petites questions, j'avais pas trop vu. Slagad, tu disais à la surface, tous les métaux se trouvent, oui, voilà. Alors ça, c'était l'autre débat derrière, c'est qu'il y a déjà des mines derrière, qui sont des mines géantes, qui ont déjà un impact aussi. Mais finalement, les mines seraient quand même plus petites que ce qu'on voudrait faire au fond de l'eau. Au fond de l'eau, la surface, apparemment, serait beaucoup plus grande que celle en surface, justement. Enfin, du coup, le mot surface, c'est peut-être pas très... L'aire de travail, disons, serait plus grande que celle des mines en surface. Et l'autre truc aussi, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont montré qu'apparemment, on pourrait aussi atteindre les objectifs en recyclant, en tout cas si on pourrait atteindre de 40-77% les besoins en métaux, de ces métaux rares justement, juste avec le recyclage qui n'est toujours pas fait, vu que là pour l'instant, je crois qu'on recycle à moitié seulement, et sur ce qu'on recycle, il y a 75% qui est vraiment recyclé, quoi. Et Arcator, du coup, si je comprends bien, dans un sens, on veut régler nos bêtises écologiques en en créant une autre. Ça, c'est l'argument aussi de pas mal de chercheurs qui disent, justement, c'est un peu le dernier territoire qu'on n'a pas pollué encore, on n'y est pas allé. Donc ces territoires, d'ailleurs, je vais vous remontrer peut-être une petite photo là, parce que je ne vous ai pas montré où est-ce que c'était sur Terre. Voilà, alors typiquement, la zone la plus connue, c'est celle-là, celle qui s'appelle la Clarion-Clipperton Zone, qui est en milieu de l'océan Pacifique. C'est là qu'il y a plein de nodules, et c'est là qu'il y a eu des recherches effectuées pour voir s'il y en avait. Et vous voyez, là, il y a plein d'autres zones, alors je sais plus, voilà, en bleu, c'est les nodules. En jaune, c'est tout ce qui est je crois que c'est les encroûtements de cobalt. Et en orange, c'est tout ce qui est du coup les sulfures hydrothermaux qui sont plutôt sur les... On voit où est-ce qu'ils sont sur les plaques tectoniques, bien sûr. En tout cas, dans les rencontres. Mais vous voyez rapidement, en tout cas, les impacts. Ça peut être beaucoup de choses ça peut être le bruit, juste le bruit déjà sur la vie en surface. Ça peut être bien sûr il y a tout des eaux usées en fait qui sont relarguées dans l'eau aussi. Donc ça, on n'a aucune idée de l'impact d'ailleurs. Et bien sûr, après, tout ce qui est fait au fond, qui détruit ces nodules qui mettent des millions d'années à se former. Hein. Parce que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ces nodules... J'ai pas trop parlé, c'est vrai, pardon, je voulais en parler avant qu'il arrive quand même. J'ai pas dit comment ça se formait, les nodules. Typiquement, il faut apparemment qu'il y ait un petit fragment qui soit au fond de l'eau. Ça peut être par exemple une dent de poisson, voilà, n'importe quoi, même un caillou. Et autour de ça, en fait, il y a des minéraux qui sont déjà présents dans l'eau naturellement, un peu comme l'eau minérale, enfin voilà, comme toutes les eaux, qui sont apportés par les courants dans l'eau. Et en fait, ils précipitent dessus. Mais ça prend un temps extrêmement long, parce que c'est vraiment, vous imaginez le truc, c'est pas, vous mettez pas une dent dans l'eau et d'un seul coup, elle devient entourée de métal. Donc ça met vraiment des millions d'années, quoi. Le rythme était d'1 millimètre tous les au moins 10 000 à 100 000 ans, quoi. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui a été fait il y a très longtemps. Voilà, du coup c'est bon, j'ai eu le petit message, d'ailleurs oui, du coup j'étais en partage d'écran, du coup vous avez pu voir qu'il est là. Hop, il est sur la conversation. Et bien du coup, je mets en pause, et puis on se reparle du coup avec le chercheur qui arrive. Alors. Et voilà, donc bonjour, bienvenue donc Pierre-Antoine Descendier. Donc je vous laisse vous présenter.
Oui, donc bonjour, donc je suis Pierre-Antoine, je suis donc chercheur en biologie marine à l'Ifremer, à Brest, spécialisé en écologie benthique, donc c'est-à-dire les organismes qui vivent au fond des océans. Alors je suis principalement sur les zones profondes et ou extrêmes, donc ce qui recoupe surtout les zones hydrothermales ou les plaines abyssales, sur lesquels je m'intéresse à des organismes, principalement des petits organismes, ce qui fait partie de ce qu'on appelle la méiofaune, c'est-à-dire des organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui vivent souvent posés sur les fonds marins ou à l'intérieur même des sédiments marins. Donc pas l'œil nu, c'est quelle échelle à peu près? On parle d'organismes qui sont de taille entre quelques dizaines de micromètres et pour les plus gros, on va aller jusqu'au millimètre. D'accord. En tout cas, voilà, on vous dit bonjour. Il y a même un breton apparemment, Malax, qui est là aussi. Donc, je sais pas si vous êtes breton d'origine. Non, du tout. Ah voilà, bon, il sera déçu. Alors peut-être une première question, effectivement, parce que j'ai fait déjà une présentation sommaire du sujet, de définir les différentes zones, parce que ça, je suis passé un peu vite, entre effectivement, comme demande Splagada, les zones thermales, les zones abyssales, zones extrêmes. Comment est-ce qu'on fait la distinction? Alors en fait, donc nous, on est une équipe qui est dédiée aux zones profondes et extrêmes. Ça veut dire qu'on a vocation à travailler sur tout type de zone qui va faire partie de ces milieux-là. Donc, quand on parle de l'océan profond, on considère que c'est toutes les zones qui sont là où la lumière ne passe plus, la lumière du soleil. Donc, finalement, c'est assez rapide, hein. Passer 200 mètres de colonne d'eau, généralement, il n'y a plus de lumière. Donc, on est déjà Dès dans 200 des mètres. systèmes de vie adaptés à l'obscurité. Et après, les milieux extrêmes, ça va être effectivement des milieux sur lesquels on va avoir, donc principalement l'hydrothermal, sur lequel on travaille beaucoup. C'est des milieux où on va avoir des fluides chauds associés à une chimie un peu particulière, souvent une chimie réduite. Alors, Donc si on avec, définit rapidement hydrothermal, est-ce qu'on peut dire c'est tout ce qui est plaques tectoniques, justement la rencontre entre les plaques, les zones un peu volcans sous-marins finalement? Alors c'est lié effectivement à la tectonique, à la géologie en général. Donc souvent, la plupart des zones hydrothermales sur lesquelles on travaille, elles sont associées à des dorsales océaniques. Donc ces formations de planchers océaniques au centre des océans qui vont être associées donc à une activité géologique par lesquelles des fluides chauds donc vont ressortir. Et ces fluides chauds, finalement, ils vont emprisonner des éléments dissous qui vont ressortir au niveau de ces zones. Donc effectivement, il y a différents types hein, de fumeurs. On parle de fumeurs blancs, fumeurs noirs, mais ce sont donc des zones très actives qui sortent avec des fluides très chauds, de plusieurs centaines de degrés, très riches en éléments, en particules, et qui sont associés à une forme de vie particulière qui est très diversifiée et très abondante, puisqu'en fait, c'est une forme d'énergie qui permet à des organismes de se développer. Donc principalement à l'origine des organismes microbiens qui vont utiliser cette énergie et qui eux-mêmes vont pouvoir fournir de la nourriture à d'autres organismes et surtout par le jeu d'une symbiose permettre à des organismes endémiques, donc typiques des zones hydrothermales, de se développer en très grande abondance. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser sur ce sujet, et est-ce qu'il y a vraiment vous êtes spécialiste vraiment d'une certaine zone en particulier en termes de profondeur ou plus en termes de zone justement entre hydrothermal ou plancher océanique? Alors à la base, moi, je suis spécialiste d'un type d'organisme très précis. Je suis taxonomiste et écologue de ces organismes. Donc, c'est les foraminifères benthiques. Donc, c'est des micro-organismes qui vivent principalement dans les milieux océaniques. Il y en a certains qui vivent aussi dans les eaux douces. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur ces organismes-là pour étudier les climats de la planète et notamment les climats du passé. Parce que c'est des organismes qui fossilisent très bien et qui nous permettent donc de reconstruire l'histoire des climats de la planète. Et partant de là, j'ai commencé à m'intéresser plus précisément à leur écologie, à ce qui faisait qu'ils survivaient, qu'ils colonisaient ou pas. Et j'en suis arrivé à étudier les faunes vivantes dans différentes zones de la planète. J'ai travaillé notamment en Norvège pendant 3 ans sur l'Arctique et sur les zones à hydrates de gaz, hydrates de méthane principalement. Et j'ai utilisé ces organismes-là pour voir si on pouvait enregistrer les émissions naturelles de méthane issues de l'océan Arctique. Et j'en suis arrivé au fur et à mesure de mes questions scientifiques à essayer de voir leur interaction avec les autres communautés, notamment les communautés microbiennes, et à voir que ces interactions-là pouvaient être particulièrement intéressantes dans les milieux plus particuliers, extrêmes ou très appauvris en nourriture,
Donc pour les milieux extrêmes, c'est les zones hydrothermales sur lesquelles je travaille à l'Ifremer et également les plaines abyssales, donc sur lesquelles j'ai commencé à travailler en rejoignant l'Ifremer. Parce qu'on a donc notamment au niveau des plaines abyssales les zones assez connues de Clarion-Clipperton, qui est donc une zone associée aux nodules polymétalliques, donc qui sont très abondants et qui est une potentielle ressource minérale, hein, dont on parle de plus en plus. Alors je vous mets pas en grand pour l'instant, mais en tout cas voilà, c'était ça la carte que je présentais tout à l'heure. Donc ce que vous dites là, la CCZ, la Clarion-Clipperton Zone, c'est celle-ci, donc au milieu du Pacifique. C'est ça, au centre du Pacifique. Donc voilà, donc quelle est l'histoire en fait? Alors parce que moi ce que j'avais compris c'est que c'est un peu la seule zone qui a servi pour des études justement. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à celle-là? Est-ce que c'est la seule justement? Alors non, c'est pas la seule, et il y a eu des études aussi dans l'océan Indien qui recouvrent ce même genre de ressources. C'est la zone la plus riche en nodules polymétalliques qu'on connaît et qui est probablement la plus riche qui existe dans les fonds marins. C'est la zone qui est actuellement la plus étudiée parce que c'est celle qui est visée par les industriels. Et c'est aussi dans cette zone en particulier une zone de contrat à l'échelle de ce qu'on appelle l'Autorité internationale des fonds marins. Donc ça, c'est une branche de l'ONU. Peut-être que vous en avez parlé un petit peu brièvement, oui. Ouais. Donc en fait, une branche de l'ONU a donc été créée dans les années 80 pour régir. Donc au milieu du Pacifique, on est en zone complètement internationale, donc il n'y a pas de, elle n'appartient à aucun territoire, et donc pour régir ce qu'on peut faire, les réglementations de n'importe quel pays dans ces zones internationales, l'AIFM a été créée, et dans cette zone, ils ont découpé plein de petites zones qui sont donc attribuées. Alors on parle aujourd'hui uniquement de contrats d'exploration, il n'y a aucun contrat d'exploitation d'attribué à l'heure actuelle pour aucun pays. Mais donc pour les contractants, qui sont généralement des pays, il y a eu des zones attribuées par cette branche de l'ONU qui nous permettent à nous d'étudier donc et d'explorer en termes géologiques, donc les nodules, et en termes de biologie et d'environnement, ce qui se passe en termes d'organismes dans ces zones-là. Donc c'est-à-dire que c'est finalement un peu grâce aux industriels qu'on s'est intéressé à ces zones-là, peut-être avec plus de budget? Alors historiquement oui, parce que il y a eu plusieurs vagues de mode avec les nodules polymétalliques, c'est-à-dire que quand ça a été découvert dans les années 70, il y a eu un essor de la science à ce niveau-là, qui était principalement de l'observation, d'exploration géologique pour évaluer la ressource. Parce qu'effectivement, très rapidement, on s'est rendu compte que ces gisements naturels étaient très riches en éléments qui pouvaient être d'intérêt. Et donc, du coup, il y a eu une première vague d'exploration pour savoir quelles étaient exactement les ressources en quantité. Et à partir de là, certains industriels ont commencé à anticiper, à évaluer le potentiel économique. Et finalement, ça s'est arrêté après quelques années parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas la technologie nécessaire pour être économiquement viable. Et finalement, ça revient depuis quelques années maintenant à la mode d'un point de vue des industriels, parce que la technologie a beaucoup progressé et que certains industriels se positionnent en annonçant qu'ils seraient capables d'exploiter et d'être viables économiquement grâce à cette ressource-là. C'est ce que je disais rapidement tout à l'heure, ça a continué quand même. Ça suit un petit peu les modes, puisqu'effectivement, nous, chercheurs scientifiques, on dépend aussi des financements. Donc, pour avoir des financements, il faut qu'on ait de temps en temps des partenaires qui soient hors gouvernement, mais aussi qu'on puisse justifier, qu'on réponde à des appels à projets, des appels d'offres. Donc, effectivement, il faut souvent un lien dans le concret. Et donc, ça fait qu'on a plus d'opportunités de travailler quand il y a un intérêt global de la société sur ces sujets-là. Mais il y a eu en continu quand même des études de fait sur cette zone. D'accord. Donc je remets en plus petit pour qu'on revoie un petit peu les zones. Donc vous, c'est une zone justement qui était, quand on dit polymétallique nodule, donc c'est les nodules polymétalliques. Ça, comment est-ce que vous les définissez vous, en tout cas, même si c'est pas votre domaine de base, mais en tout cas. Alors en fait, ce sont des roches qui sont un peu plus grosses que le poing, qui sont donc formées naturellement. C'est un processus extrêmement lent. En fait, c'est le processus géologique le plus lent de la planète.
Donc il faut des millions d'années pour gagner quelques millimètres sur ces nodules. Et donc il faut imaginer au niveau de la zone où les nodules sont les plus abondants, de vastes étendues donc de sable de vase, hein, sur Mm. lesquels on voit tous ces nodules polymétalliques qui sont très abondants. Dans les zones les plus abondantes, ils sont quasiment en touche-touche Mm. et qui sont donc à la surface des sédiments. On les trouve très peu en profondeur finalement, donc ils sont tous à la surface et qui recouvrent complètement le fond marin. D'accord. Alors justement, peut-être que je peux montrer, vous m'avez envoyé une vidéo qui était assez intéressante où on voit justement les champs de nodules, là ça peut être intéressant. Là Mmh. vous la voyez, oui, en plus elle est au centre. Ouais, donc là on est encore un peu loin, c'est On est des encore un peu images loin, oui, c'était pour... de sous-marins et c'est pour ça que le bleu on avance, c'est la lumière du sous-marin. Voilà, quand on se rapproche, là effectivement, on donc là commence on à est voir. sur une zone faiblement abondante et là voilà, on se rapproche des Là on zones voit beaucoup qu'il y en a plus beaucoup, hein. abondantes. Donc ils ont des tailles différentes selon les zones. C'est régi d'une part par la profondeur, par la faible, ce qu'on appelle productivité primaire. Donc ça veut dire qu'il y a peu de nourriture issue des organismes phytoplanctoniques qui tombent au fond. Il y a des faibles courants et l'ensemble de ces, on est aussi en dessous de ce qu'on appelle la couche de compensation des carbonates. Donc il y a plus de carbonate à Mm. cette profondeur-là. Voilà, là on est sur une zone Mm. très abondante. Là oui, ouais. Et donc tous ces paramètres-là régissent la formation de ces nodules polymétalliques, leur taille, et également ce qu'ils vont pouvoir contenir parce que tous les nodules ne contiennent pas exactement les mêmes éléments, même si pour la plupart ils contiennent beaucoup d'éléments d'intérêt Oui. pour les technologies actuelles en développement. Donc ça j'ai fait un petit point déjà tout à l'heure effectivement entre manganèse, enfin manganèse et fer, c'est disons on dirait les plus abondants dedans. Ensuite il y a des traces justement de cobalt, nickel, etc. Même un peu de Exactement. lithium et des terres rares, et ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Ouais. En tout cas c'est ce qui est mis en avant par les industriels pour dire qu'il y a un besoin d'aller chercher que... Finalement ils essaient de faire passer un peu l'idée qu'il ce sera un peu nécessaire pour appuyer la transition énergétique. Oui, il y a un discours de certains industriels qui veut que, enfin qui se prononce en disant que finalement l'extraction des minerais associés à cette ressource-là permettra de développer, l'électrique, les voitures électriques, les panneaux, photovoltaïques et tout un tas d'énergies, renouvelables. Donc finalement de dire que, sans ces ressources-là, on ne pourrait pas, rendre notre énergie, plus verte en quelque sorte. Mm. Ce que ces industriels, ne prennent pas toujours en compte, en tout cas, faut étudier cas par cas, mais c'est, il y a un coût évidemment environnemental à aller extraire, ces minerais, à les broyer, à les traiter, à les ramener, sans parler du coût que ça va avoir sur, la biodiversité des organismes qui vivent déjà au fond. Oui. Et sans compter évidemment le fait que, toutes ces, technologies-là, elles ont elles-mêmes un poids carbone pour leur, fabrication, la manière dont on va pouvoir Effectivement. les Mm. recycler ou pas. Mm. Effectivement. Mais c'est pour ça justement que voilà que je vous ai fait venir aujourd'hui aussi, c'est pour s'il n'y avait pas finalement de vie sur place, il n'y aurait pas trop de problèmes. Il y aurait un problème juste carbone effectivement pour l'industrie en elle-même et pour les géologues peut-être qui auraient voulu voir au fond de l'eau. Donc justement, on va pouvoir aborder le vif du sujet avec les formes de vie. Mais peut-être avant ça, on va peut-être prendre quelques questions parce qu'effectivement là, je vois que des gens réagissent au moins un peu avant ça. Donc attendez, on va se remettre à deux et après comme ça on passe au cœur du sujet. Donc je sais pas si vous arrivez à lire aussi, vous pouvez aussi déjà réfléchir à certaines qui passent, même si c'est un peu difficile peut-être pour vous. Steel Carpat disait qu'il y avait son domaine, peut-être qu'il s'y connaît. Splagada dit le pétrole était en surface en Libye en Arabie Saoudite en 1935, donc on a pris le pétrole en surface et on a ramassé le pétrole de plus en plus profond. Est-ce qu'on ne fait pas le pétrole 2050 avec ça? C'est vrai qu'il y a une idée d'aller très profond là pour le coup, même si c'est pas du tout du pétrole. Alors l'estimation des ressources de pétrole, elle est très compliquée. On entend parfois le discours, de dire que, on va arriver au bout et que c'est bientôt terminé. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc ça, on n'en est pas certain. Ce qui est beaucoup plus certain, c'est que je vois pas avec notre système économique actuel comment de toute façon on n'irait pas au bout du pétrole parce qu'en fait, nodule ou pas nodule, ça restera la forme d'énergie la moins chère. Ça.
Donc il y a rien, hein, c'est incomparable, il y a rien de moins cher que le pétrole. que le pétrole, ouais. Donc ça, c'est des décisions qui sont effectivement, politiques et qui sont, indépendantes de la ressource, qu'on ira chercher ou pas. Oui. Alors ensuite, je continuais. Style Carapace disait ces industriels veulent des machines à vapeur. La vraie transition énergétique a besoin de batteries d'autres types, pareil pour les moteurs, faisant appartenir ces batteries actuelles au passé. Alors tu voudrais dire quoi, Style Carapace? D'autres systèmes de batteries? Alors ça, pour reprendre la question, peut-être ça peut être intéressant aussi, mais tout à l'heure, donc, je disais que il y avait besoin, en tout cas, de cobalt, nickel, etc., pour faire les batteries des voitures électriques. Mais effectivement, il y a aussi des recherches en cours sur d'autres types de batteries qui auraient pas forcément besoin de tous ces minerais, donc qui rendraient finalement un peu obsolète, en tout cas, le fait d'aller les chercher au fond de l'eau. Complètement. Je pense qu'il faut pas oublier aussi qu'effectivement le développement et la science avancent sur d'autres sujets et qu'il est pas impensable que dans quelque temps on trouve, des nouveaux systèmes de batteries qui nous affranchiraient peut-être du lithium, du cobalt et de certaines ressources qui finalement, sont Oui. très compliquées à aller chercher au fond des océans. Surtout que d'ailleurs, même l'exploitation minière, donc du fond des océans, ça prendrait pas mal d'années à se mettre en place. Donc effectivement, on peut pas trop savoir comment sera le monde d'ici là aussi. Ah oui, Splagada disait qu'il comparait peut-être pétrole avec le côté c'est une ressource qui met des millions d'années à se faire. C'est même encore plus lent que le pétrole. Ah oui, 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 c'est beaucoup plus lent que la formation d'hydrocarbures en général, ouais. Oui. Et donc la massification électrique se fait via des batteries salines ou graphène, par exemple, c'est vrai. Donc il y avait effectivement pas mal de découvertes à ce niveau-là. Ok, voilà, c'était juste pour prendre quelques questions, pour faire un peu le point là-dessus. Maintenant, donc, on va passer sur votre domaine de compétences. Alors là, je vais vous laisser un peu présenter, justement, peut-être avec la vidéo de tout à l'heure. Vous me direz quand je mets des pauses, déjà, quelle est la forme de vie que l'on voit là, si vous connaissez peut-être un peu le quiz. Alors Quelle est ça, cette c'est forme de vie? alors ça, c'est pas du tout ma spécialité pour le coup, c'est ce qu'on là, on parle de mégafaune, ce qu'on va Ah avoir oui, donc c'est un dans mégaphone, effectivement. donc ouais, en fait, on distingue la mégafaune, la macrofaune et les éléments dont je parlais avant qui sont donc, invisibles à l'œil nu. Hmm. Ce qu'on sait en termes de, donc la mégafaune, on la voit plus souvent parce qu'effectivement, c'est ce qu'on peut montrer à l'image, donc c'est un peu plus parlant pour les gens. Hmm. Ce qui est intéressant pour la mégafaune dans le cadre des champs de nodules polymétalliques, c'est que, il y a une grosse partie de cette mégafaune qui vit fixée sur ce qu'on appelle un substrat dur. Donc, en l'occurrence, dans ces milieux-là, le seul substrat dur à disposition, ce sont les nodules métalliques, polymétalliques en eux-mêmes. Donc, effectivement, on va pouvoir distinguer des éponges qui sont dans ce cas-là. Il y a des coraux d'eau froide, évidemment. Donc là, ils sont souvent blancs, hein, dans ces environnements-là, puisque de toute façon, il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas d'intérêt à avoir une coloration pour ces organismes-là, puisque personne ne peut les voir. Mais en l'occurrence, ces individus-là ne seraient pas présents dans les plaines abyssales s'ils ne pouvaient pas se fixer à quelque chose de dur, donc s'il n'y avait Hmm. pas les nodules. Donc quand on parle, d'impact, sur l'extraction potentielle de nodules, évidemment le plus simple et le plus clair pour les scientifiques et pour les autres, c'est tous ces organismes fixés-là qui vont Hmm. perdre directement leur habitat, qui pourront plus se fixer, et donc du coup qui vont disparaître en même temps que les nodules. Hmm. Alors ça, déjà, j'avais une question, c'est vrai que je l'ai même pas posée dans le cadre de l'article, mais il y a vraiment que des nodules au fond de l'eau, ou est-ce qu'il y a d'autres roches qui ont juste peut-être pas vraiment polymétalliques, justement, qui n'ont pas vraiment autant d'intérêt pour les industriels? Dans ces zones-là, il y a principalement de la vase, en fait. C'est une vase nue Hmm. et donc en dehors des nodules, il y a pas grand-chose. Alors après, il y a des monts sous-marins qui sont aussi associés à des encroûtements, aussi associés à des ressources. On parle d'encroûtements cobaltifères notamment, manganèse, cobalt et donc du coup, il y a certaines morphologies qui peuvent différer, mais ça reste des volumes, des très petits volumes par rapport à l'étendue de la plaine, abyssale. Hmm. D'accord, je laisse la vidéo en tout cas. Même si là, donc là, pour vous, effectivement, comme vous vous rappelez, c'est pas vraiment votre domaine, et c'est peut-être le piège un peu médiatique de montrer que la faune, la mégafaune, vu que c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas très Oui. peuplé en fait. Il y en a assez peu, en tout cas, de formes de vie. Ben c'est un peu le message qu'on essaie, oui, parce que voilà, le poulpe, ça fait toujours, rêver et à Mhm. raison puisque c'est très joli. Mais Mhm. mais effectivement, nous, le message qu'on essaie de faire ressortir, c'est que la biodiversité, en général, elle est pas, liée qu'à ce qu'on voit. Elle est bien souvent liée à des, maillons de la chaîne qui sont plus petits et invisibles à l'œil nu et qui sont, essentiels.
à la vie de l'écosystème. Dans cette zone-là, la très grande majorité des animaux qu'on va pouvoir trouver et des micro-organismes, ils sont invisibles. Ils composent, les premiers maillons de la chaîne alimentaire et d'eux, finalement, dépendent beaucoup du reste de la vie de l'écosystème. Donc finalement, quand on s'intéresse à la biodiversité et au fonctionnement global de l'écosystème, on est, bien obligé de considérer, l'ensemble de la faune et toute cette faune est menacée. Il n'y a pas que les gros organismes qui sont menacés, bien évidemment. Mmh. Donc, Oui. mais c'est cette question du jeu médiatique des animaux ou des organismes emblématiques, elle est tout le temps présente. On avait la même chose sur les réchauffements climatiques quand on montrait des ours polaires et voilà, c'était l'animal emblématique et finalement on sait qu'il y avait, plein d'autres organismes qui étaient menacés par le réchauffement climatique. Donc voilà, il faut des symboles de temps en temps pour marquer les esprits. Donc Mmh. on n'est pas contre, montrer certains animaux qui font rêver les gens de temps en temps. Maintenant, scientifiquement, nous, le message, c'est qu'il y a aussi plein d'autres choses qu'on ne voit pas et qui sont tout autant menacées et essentielles Mmh. à la survie de l'écosystème. On nous dit que c'est pas un poulpe, c'est une micro-baleine, celui-là, en tout cas, celui qu'on voit. Effectivement, il y a des formes de vie étranges. Enfin, on avait Alors parlé de 6 000 à 8 000 espèces, il me semble, qui sont estimées, qui sont méconnues, en fait, qui ne sont pas encore, qui n'ont même pas encore été vraiment recensées ou étudiées, c'est ça? oui, alors, là, ils ont sorti effectivement, il y a un papier qui est sorti, des Anglais, récemment qui recense, plusieurs dizaines de milliers d'espèces. On estime qu'il y a encore, des centaines de milliers à découvrir. Ça, Ah oui, c'est à peu près certain dans ces donc. zones-là. Alors, donc enfin, c'est toujours compliqué Après, là, on d'estimer le parle d'espèces, même pas que le mégafaune. Là, on parle vraiment des espèces, oui, même jusqu'au millimètre. tout Hmm, considéré. tout considéré, ouais. Et donc du coup, bah, c'est là la principale, question et les principaux, problèmes qu'on a dans ces zones-là. C'est-à-dire qu'il y a des zones de la planète sur lesquelles on est capable d'anticiper et de mettre, des systèmes de protection, pour la faune avec des réglementations adaptées. Dans cette zone-là, le fait est qu'on ne connaît pas, on connaît pas la moitié de ce Hmm, qui vit, de la biodiversité. Donc c'est le manque, il est là, en fait. On a besoin de données, on a besoin d'échantillonner, d'identifier des espèces, de mettre des noms, et de comprendre de quoi ils vivent, quelles sont leurs sensibilités, leurs fragilités, pour hmm, pouvoir, ne serait-ce qu'estimer des potentiels impacts et réfléchir à des manières de les préserver de quelque changement que ce soit. oui. Donc ça, c'est un petit peu l'état actuel de la science, en tout cas, qui demande, dans tous les cas, une pause pour l'exploitation des fonds marins, ne serait-ce que pour au moins pouvoir étudier ce qu'il y a sur place. C'est vraiment ça l'idée, on dirait. Exactement, on a vraiment besoin de temps. C'est un terrain de jeu qui est compliqué pour tout le monde, mais déjà parce que pour échantillonner, il faut des missions en mer, des missions qui sont longues parce qu'il y a beaucoup de temps de transit, parce qu'on est à plus de 4 000 mètres de fond, donc pour déployer des engins, ça prend énormément de temps. C'est extrêmement vaste. On parle de zones qui sont vraiment très, très longues à cartographier et encore plus à échantillonner. Et finalement, les taxonomistes, dont les experts qui sont capables d'identifier les spécimens qui vivent dans ces zones-là, ils sont très peu nombreux sur la planète. Hmm, Donc ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de terrain à couvrir, avec très peu de gens. Du hmm, coup, ça prend beaucoup de temps. effectivement. Donc vous, qu'est-ce que vous avez étudié, en tout cas, dans ces espèces-là en particulier? Est-ce qu'on a quelques noms, peut-être? Alors moi, donc je suis vraiment sur mes organismes de prédilection que sont les foraminifères. Donc, Hmm, dans ces zones-là, on a recueilli des échantillons, donc sur des campagnes précédentes, qui étaient en collaboration, donc sur d'autres zones que la zone française d'ailleurs. On va aller sur la zone française prochainement. Mais des échantillons qu'on a récoltés au cours des dernières années, on a donc regardé, l'abondance et la diversité de ce groupe d'organismes-là et on a notamment essayé de voir l'impact des collecteurs de nodules puisqu'en fait, on était associé à une mission qui allait en même temps que, un industriel belge qui a hmm, développé donc un collecteur à nodules, prototype test, hein, qui est plus petit que la version, finale qu'ils imaginent et qui est donc passé sur le fond et qui a récupéré des nodules. Donc, on a échantillonné, certaines zones avant le passage de ce collecteur, juste après
et puis, plusieurs mois après, presque 1 an après, pour essayer justement de voir l'impact, du passage en lui-même du collecteur, du fait qu'il ait récupéré les nodules, donc il ait remis en suspension, des sédiments et donc plein d'organismes qui étaient associés à ces sédiments de surface. Et on a essayé de déterminer justement l'impact qu'il pouvait avoir, sur les faunes qu'on pouvait nous identifier. Oui. Et donc l'impact était assez significatif. Et ça dépend complètement des organismes qu'on considère. Effectivement, comme je disais, il y a les impacts directs, donc le simple fait de retirer les nodules pour, les vies fixées qu'on peut voir à l'image là, ça c'est, effectivement, drastique. Après pour les formes de vie qui vivent dans les sédiments autour des nodules, il y a le fait que, comme je le disais, il y a un panache d'extraction, donc les particules sont remises en suspension, déplacées, parfois assez loin. Donc les organismes qui peuvent être déplacés, alors soit peuvent survivre à ce déplacement, ce qu'il faut Sur- évaluer maintenant et ça c'est le travail qui est en cours, c'est de savoir si ce déplacement va pas créer un stress écologique qui vont faire qu'ils vont peut-être survivre au déplacement, mais pas se reproduire et pas former une nouvelle génération et du coup, s'éteindre en quelque sorte. Et Hmm. puis il y en a qui Je sont, remets l'image du robot pour qu'on voit un ouais. peu voilà, l'impact. Et il y en a qui disparaissent, qui sont tués par ce simple principe. Il faut savoir que le Hmm. passage d'un collecteur comme ça a aussi un impact, sur, la chimie. On va déjà compacter les sédiments, donc réduire la porosité, diminuer les échanges entre la colonne d'eau et ce qui se passe, à l'intérieur, donc des vases et altérer, tous les flux, chimiques, dissous, qui régissent finalement les habitats et donc l'écologie de Hmm. ces organismes. Parce que le principe, j'avais vu des choses qui disaient que ça utilisait des jets d'eau pressurisés pour décoller les nodules, mais parfois ça fait vraiment, ça racle aussi le sol, ça écrase un peu tout sur Bah, le le passage. Le collecteur, déjà, lui, il écrase à son passage, hein. Il faut Hmm. imaginer que ça va être des engins qui sont très gros, très lourds. En plus, quand il récupère les nodules qui sont à la surface, il est évident qu'il récupère les sédiments qui sont, sur les premiers Hmm. centimètres, associés à ces nodules. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que les premiers centimètres, c'est aussi là où il y a, 80 de la vie. Oui. Donc du coup, c'est la zone la plus sensible, et donc du coup, il y a voilà, il y a l'écrasement, il y a le fait de remobiliser, il y a ces particules qui vont retomber plus loin, qui vont recouvrir donc des zones qui n'étaient pas forcément directement impactées au départ. Hmm. Et après du coup, l'idée pour la plupart des industriels, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est qu'ils récupéraient les nodules dans ces machines, qu'ils allaient les broyer donc, au fond et qu'après ils les renverraient en surface vers un Hmm. bateau de récupération, C'est ce qu'on voit là à heu, l'image, effectivement. voilà, sur lequel, récupérer les éléments qui les intéressent et renvoyer, avec de l'eau, les particules qui ne les intéressent pas et là encore, cette eau, riche en particules qui vont renvoyer dans l'eau, on ne sait pas non plus jusqu'où elle va aller et quel Hmm. impact elle aura sur la vie de la colonne d'eau. Oui, alors ça, il y avait une grosse incertitude dans les études que j'avais vues. Parfois, il y avait apparemment des gens qui disaient qu'il fallait la remettre le plus bas possible, il y en a qui le mettaient au milieu de la colonne. Et je crois d'ailleurs que dans les premiers tests qui ont été effectués, alors je sais plus par quelle compagnie, mais il y a eu des gens qui avaient publié des vidéos où on voyait qu'en fait ils avaient juste relâché quasiment à la surface. Donc ça Oui. ça a dû avoir un impact encore plus, ça a peut-être plus être mesuré celui-là au moins. Ouais, l'idée c'est qu'en fait, effectivement la surface c'est catastrophique parce que c'est là où il y a le maximum de productivité primaire donc effectivement, les organismes phytoplanctoniques ont besoin de lumière pour faire la photosynthèse donc si on leur balance des particules, bah, ça va être, très compliqué. Le fond c'est beaucoup plus cher déjà donc c'est pour ça que peut-être, certains ont envisagé la possibilité de le faire en surface au départ. Le fond, c'est catastrophique aussi parce que tous les organismes qui vivent au fond, en plus d'avoir subi l'impact du passage du collecteur, ils vont voir un nuage de particules, leur arriver dessus, donc c'est vraiment Mm. pas bon non plus. Donc effectivement, parmi les recommandations, de certains, industriels ou en tout cas leurs plans, heu, qui mettent en œuvre, sur leur potentielle exploitation future, ils parlent de remettre, ces particules aux alentours de, 1 000 m de fond entre 2 eaux. Mm. En se disant que ces particules, allaient, se déplacer entre 2 eaux et finalement pas affecter ni la surface ni le fond. Le problème de ce rejet entre 2 eaux, c'est qu'on n'a absolument aucune certitude de jusqu'où ça va aller et pas non plus d'infos sur, à quel point ça va perturber les organismes qui vivent,
justement à ces profondeurs-là, puisqu'il y a pas mal de cycles de vie d'organismes qui font qu'ils se déplacent dans la colonne d'eau et qui pourraient tout autant être Oui. affectés. Là d'ailleurs, ce qu'on voit là, je suis en train de voir, j'avais pas vu, mais ça c'est quoi? C'est l'impact, le passage peut-être? Ça, c'est un passage de drague sur le fond et en fait, ce que ça montre, c'est que C'est petit ça. on est sur des zones très faiblement enfin où le taux de sédimentation est très faible. Et ça a eu lieu il y a plusieurs décennies. Donc en fait, ce que ça montre, c'est que l'impact, il est là pour très longtemps. Voilà. Parce que ça, il y a déjà eu, donc, comme vous disiez, dans les années 70, déjà des études de fait, et on voit que même le passage juste des roues n'est même pas encore compensé, en tout cas même pas du tout. Bah, avec ces taux de sédimentation-là, tout impact sur les fonds marins va prendre un temps considérable à se remettre en place, puisque effectivement les particules, elles tombent en très faible quantité, à très faible vitesse dans ces milieux-là. Donc du coup, ouais, on est sur des temps d'impact qui sont extrêmement longs. D'accord. Peut-être reprendre quelques questions alors, parce que j'ai été un peu rapide sur ça. Parce que si cette vie marine disparaît, quels impacts ça pourrait avoir alors? Peut-être sur le plancton, sur d'autres formes de vie? Ça, ce sont des questions très compliquées parce qu'effectivement, ça nécessite de connaître les liens qui existent à l'échelle de l'océan mondial sur toutes les interactions des organismes avec le reste. Donc, autant dire que vu qu'on n'a pas encore les connaissances sur l'impact à l'échelle locale sur la biodiversité de ce système, à l'échelle globale, on en est très, très loin. Ce qui est certain, c'est qu'il y a dans ces environnements-là des espèces qu'on observe nulle part ailleurs. Des espèces, d'abord, un très grand nombre d'espèces inconnues qui sont nouvelles pour la science, donc ça veut dire qu'on est à un moment où on peut se dire qu'on va voir disparaître des espèces qu'on n'aura même pas eu le temps de voir pour la première fois. Et puis, avec tout ce que ça implique en sciences fondamentales, c'est-à-dire que on peut avoir des espèces qui vont avoir une écologie, un fonctionnement, des processus qu'on ne connaît pas et qu'on pourra donc jamais étudier. Et puis, à l'échelle plus environnementale, de se dire que toutes ces espèces dont l'abondance et la diversité restent très méconnues ont probablement un rôle qu'on n'a pas encore forcément complètement défini pour toutes, sur l'écosystème global. Donc effectivement, on s'attend, comme dans n'importe quelle zone qui est impactée d'un point de vue biodiversité, on s'attend à ce que les conséquences, elles soient un peu en domino et que finalement, on arrive à impacter l'écosystème au sens très large de la biologie marine. Il faudrait des balais pour resédimenter derrière le passage des machines. Ah, est-ce que ce serait possible? Bon, après, on perdrait quand même la forme de vie écrasée ou capturée, mais c'est vrai que pourquoi est-ce que c'est aussi, ça fait un si grand panache de sédiments? J'imagine aussi que ça reste pas en place au fond de l'eau. Ouais, l'idée, c'est que alors il y a plusieurs choses là-dedans. Bon, d'abord, il y a les nodules en eux-mêmes, donc qui sont source d'hétérogénéité des habitats et donc source de diversité, donc eux, on peut pas les remettre. Il y a un groupe aux Pays-Bas qui a tenté une expérimentation de mettre des nodules artificiels pour essayer de les remplacer. Bon, il faudrait un temps très, très long pour voir si ça peut marcher, mais bon, pour l'instant, il y a absolument aucune recolonisation de ces nodules artificiels, donc ça ne fonctionne pas. Quant aux sédiments de surface, oui, on peut s'imaginer essayer de réarranger le tout, mais une fois qu'on a détruit toute la vie, en fait, on est très loin de savoir si il y a eu assez de zones refuges, pour que des nouvelles espèces viennent recoloniser. Si ces zones refuges, et ça c'est l'une des grandes questions qu'on a sur ces zones-là, elles sont comparables à la zone, potentiellement impactée. Puisqu'effectivement, on peut se dire qu'en dehors du champ de nodules, il va y avoir des zones peut-être qui vont être laissées intactes. Une fois qu'on aurait fini la potentielle exploitation, est-ce qu'elles peuvent servir de ressources pour que finalement les organismes se déplacent et ils reviennent coloniser la zone impactée pour revenir à l'état initial? Or, il est absolument pas clair et on imagine plutôt que non, que ce soit les mêmes espèces qui vivent aux alentours. Pour vous donner un exemple, à chaque campagne qu'on fait, on découvre des nouvelles espèces et il y a un nombre considérable d'espèces qu'on ne retrouve qu'une fois. Sur une campagne, on la trouve une fois, on va faire une autre campagne sur la même zone, on va pas la retrouver, on va aller quelques kilomètres plus loin, on va en trouver d'autres. Donc il y a énormément d'espèces rares, peu abondantes,
Donc du coup, Alors ça, plus elles sont comment, rares et en plus elles sont termes fragiles. d'échelle, en termes d'échelle, parce que ça on en avait parlé, vous m'aviez dit quasiment si on tue un seul individu d'une espèce, à la limite on risque de mettre en péril toute l'espèce. C'est Bah, vraiment à c'est ce niveau-là, c'est vraiment... Mais c'est ça, quand on s'imagine, alors évidemment, on n'a pas ni les moyens humains, d'échantillonner tout, ni la volonté, Bien d'échantillonner sûr. tout parce que c'est impossible et puis voilà, il faut aussi nous qu'on réfléchisse à perturber le moins possible cet environnement. Donc on essaie d'être représentatif avec un nombre d'échantillons limité évidemment. Mais c'est facile d'être représentatif quand on voit statistiquement que quand on va plusieurs fois dans une zone, on a à peu près les mêmes pourcentages des espèces dominantes plusieurs fois, il y a quelques espèces rares. Quand on tombe sur un environnement comme celui-là, où il y a une majorité d'espèces rares qu'on observe une fois, 2 fois, eh ben, il est absolument impossible de savoir, quelle est l'abondance réelle de cette espèce et si on est effectivement sur quelques individus de cette espèce, sur toute la zone, ben, c'est sûr que si on fait disparaître ces quelques individus, l'espèce disparaît. Oui, c'est ça qui est assez fou à imaginer parce qu'on est habitué à avoir des espèces assez répandues. Et Finalement, c'est des situations encore pires que les espèces protégées sur Terre, en tout cas. Une question de Stratos, est-ce qu'on connaît bien les interactions entre les écosystèmes des fonds marins et les écosystèmes de surface, notamment de le rôle des océans dans la régulation du climat? Alors, peut-être d'abord pour le climat, est-ce qu'il y a un lien? alors ce qu'on sait, ce qui est le basique en fait, c'est de dire que ce qui se passe en surface, c'est la source de nourriture de ce qui est au fond. Hmm. Donc en fait, on a une production, de microalgues, en surface. Une fois que ces microalgues meurent, elles tombent au fond et c'est la source principale de nourriture de tout ce qui vit au fond. Donc ça, c'est le lien, direct le plus simple. En dehors de ça, on bon et puis ça évidemment, ça joue à l'échelle du climat sur le puits de carbone puisque, les microalgues, par la photosynthèse vont, finalement faire, tomber ce carbone au fond qui va être enfoui dans les Hmm. sédiments. Donc voilà, ça c'est l'action, de base de la production primaire sur le climat. Donc le lien dans l'autre sens, il est plus complexe. En revanche, ce qu'on peut, imaginer, c'est que, les remises en suspension, vont altérer une partie des organismes qui vivent dans la colonne d'eau. Alors on va pas remonter jusqu'à la surface, hein, pour les panaches d'extraction, ça c'est certain. Hmm. Mais effectivement, on va altérer bien plus que juste la couche de vie du fond. On va altérer sur des mètres et des mètres, les organismes qui vivent dans la colonne d'eau et qui se déplacent dans cette colonne d'eau. En tout cas, oui, on va passer effectivement sur le côté, donc, quel est l'intérêt économique derrière et finalement quelle était la législation. Je vais juste remettre ça. Ou ça, c'était un petit peu voilà le truc. Donc l'ISA, c'est le nom anglais de l'AIFM. Donc en Oui, anglais, c'est International Seabed Association, je sais plus trop. International C'est Seabed ça. Authority. Authority. C'était Authority. Et en français, donc Autorité internationale des fonds marins. C'était une réunion vraiment entre pays internationaux pour discuter donc de l'autorisation ou non du minage profond. Donc effectivement, il y avait une première question, je voyais, c'était quel était l'intérêt financier pour eux et pourquoi est-ce qu'ils le font pas après tout sans autorisation? Quel est le risque de le faire sans être autorisé? Alors les risques, heu, ça c'est une question, de juriste. J'en ai Hmm. aucune idée de ce qu'ils Oui. encourent comme risque. Ce qui est certain, c'est que, personne ne l'a jamais tenté. Hmm. Donc ça doit Donc être assez là, pour restrictif. l'instant, il y a une situation où, voilà, où personne ne le fait quand même. Voilà, donc l'intérêt il est simple, hein, c'est qu'il y a des éléments, qui sont effectivement présents dans, comme on le disait, les batteries de smartphones, d'ordinateurs, les panneaux photovoltaïques, les batteries de voitures électriques. Donc l'idée, c'est de vendre ces ressources qui sont, potentiellement limitées sur le continent et donc du coup de les vendre, plutôt à très large échelle. Oui. En ce Après, qui sachant compte que je suis en train de me rendre compte, les gens ne se rendent peut-être pas trop compte à quel point ça demande un investissement conséquent. C'est pas le premier venu qui peut se dire je vais aller miner à 6000 mètres de fond. et non, c'est technologiquement, c'est très compliqué parce Hmm. qu'envoyer, envoyer des engins à ces profondeurs-là, c'est techniquement très compliqué, c'est aussi très cher. Hmm. Donc ça demande un investissement, qui est important et et donc ça demande aussi, là maintenant depuis qu'on en parle effectivement, il y a des histoires
régulation et de code minier qui n'est toujours pas établi d'ailleurs. Donc parce qu'on s'est rendu compte, la société civile et via l'AIFM se sont rendus compte finalement du risque pour la biodiversité marine de ces actions-là. Donc effectivement, même les industriels qui se positionnent là-dessus sont bien obligés d'attendre de voir les décisions à l'échelle de l'AIFM. Après, donc obligé parce qu'il y aurait sans doute des conséquences sur les États qui sont... Au final, j'ai l'impression que c'est un peu comme le droit spatial où finalement il n'y a pas vraiment d'autorité internationale pour renforcer ça. Enfin, il n'y a pas une police comme ça spatiale. Il n'y a pas non plus de police maritime pour dire n'y allez pas. Mais il y aurait des conséquences sans doute diplomatiques pour les pays qui auraient autorisé une entreprise à le faire, par exemple, sur leur territoire, enfin sur leurs eaux territoriales. C'est ce qu'on peut imaginer. J'imagine. Là, j'avoue que c'est du droit international, c'est des questions extrêmement complexes. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement... Je ne pose pas effectivement en tant qu'expert, là. Je précise effectivement, c'est plus pour... Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut pas s'imaginer une action pirate, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des gens lambda qui vont se lancer là-dedans en se disant effectivement c'est une ressource, il y a de l'argent à se faire. Enfin, c'est forcément une très grande entreprise avec des très gros moyens, experte dans le sous-marin, dans les technologies qui a trait à aller déployer des engins sous-marins qui vont pouvoir se lancer là-dedans. Donc c'est du très visible, du très connu, et généralement on peut imaginer que ces entreprises-là, elles ont une com, elles sont associées à des médias, et donc effectivement elles vont faire en sorte d'être dans les règles parce que voilà, c'est pas des petites entreprises, quoi. Effectivement. Ça se voit on voit que The Metal Company, typiquement, qui est une des principales, en tout cas, qui s'intéresse au fond marin, mais quand même assez le paquet niveau communication, effectivement, pour faire valoir que ça va être nécessaire pour la transition énergétique, etc. Donc, il y a eu ce débat-là. Donc, là, pour ce que j'en avais discuté avec votre collègue Sébastien Hibert aussi de l'Ifremer, qui, lui, pour le coup, il faudrait le faire revenir ici pour discuter côté législatif. Et lui, ce qu'il disait, donc, il m'avait rappelé après, enfin, on avait discuté, pour dire qu'apparemment donc il y a eu un peu un statu quo et que la France avait plutôt milité pour mettre plutôt un moratoire, en tout cas interdire par précaution finalement, que ça a plutôt été refusé du coup par les autres pays, notamment la Chine ou le Mexique, qui apparemment eux voulaient au moins peut-être commencer à statuer un code minier, et que donc de ce que j'en ai compris il y aura d'autres réunions dès le mois de novembre, et ça va se continuer au moins jusqu'en 2025 pour encore une bonne réunion. Donc ça, je sais pas, je vous demande juste si c'est un peu ce que vous avez aussi entendu de votre côté. Ouais, l'idée, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus pendant les discussions de juillet, puisqu'effectivement, il y a eu plusieurs pays, pas mal de pays, qui ont demandé à ce qu'effectivement, simplement, on prenne le temps de répondre à une partie des questions avant d'établir un code général. Il n'y a pas eu de consensus sur cette question précise, ce qui veut dire que la question n'a pas été réglée et que du coup, ils vont devoir faire de nouvelles réunions pour rediscuter de cette question-là. Oui. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de code minier et ils vont devoir rediscuter de savoir s'ils peuvent avoir un consensus d'un côté ou de l'autre, mais vraisemblablement, ça va prendre du temps. Oui. Donc au moins, on va dire, pour les chercheurs comme vous, en biologie benthique, c'est plutôt un ouf de soulagement, j'imagine. Est-ce que vous avez cru que ça allait quand même pouvoir passer, être autorisé ? Non, moi je croyais pas qu'il allait avoir une autorisation quelconque. J'ai pu penser à un moment donné qu'il y aurait peut-être un consensus pour un moratoire, en se disant que tout le monde peut-être dirait bon, effectivement, on n'est pas prêt là. Donc voilà, donc c'est pas le cas. Maintenant, bon, c'est pas si surprenant que ça finalement, parce qu'on n'a pas les contractants et les pays n'ont pas forcément tous les mêmes ordres de priorité. Donc c'est des discussions qui sont très complexes. Maintenant, oui, pour nous, c'est pas plus mal qu'on ait plus de temps, parce que comme je l'ai dit, on a besoin de beaucoup de temps. On est très très loin d'avoir répondu à nos questions, et on sait que ça va pas se faire demain. Donc on a encore besoin de pas mal d'années pour essayer, pas de répondre à tout, hein, mais au moins d'avoir des grandes idées sur les questions qu'on se pose. Donc oui, si on peut temporiser encore un maximum, tant mieux. Et au-delà de temporiser, nous, notre objectif en tant que scientifique, c'est surtout d'être capable de fournir assez de données à tout le monde pour qu'une décision soit prise de manière éclairée. Oui, finalement. Effectivement. Donc on va reprendre un petit peu quelques questions-réponses, justement. On sent quand même inquiet, on sent que ça pourrait quand même être fait, soit être autorisé, soit être fait illégalement, si effectivement ça rapporte.
Bon, moi j'aurais du mal à croire que ça puisse être autorisé comme le dit Splagada, un peu comme si c'est illégal, des mafias vont le faire. J'ai un peu de mal à croire que ça passera inaperçu, comme vous dites, un bateau avec un robot minier. C'est pas très rapide en plus, il pourrait facilement être intercepté quand même, je pense. Oui, et puis faut s'imaginer que c'est pas une ressource qui est si facile que ça, hein. Il faut être capable de l'extraire, il faut être capable de la traiter, et après, une fois que ça en est là, enfin, Hmm. la nature économiquement viable de l'opération est même pas encore très claire pour tout le Oui, monde. on n'a pas Donc parlé de ça, mais c'est vrai que oui. effectivement, les industriels ont probablement un plan, ou alors il est en cours d'établissement, mais ça me paraît pas si facile que ça. Donc effectivement, je vois pas bien comment un amateur pourrait se lancer là-dedans, et je vois pas bien comment on pourrait le faire de manière cachée. D'accord. On disait quoi aussi, il faudra avoir leur réponse. Pour l'instant, j'imagine qu'il faut beaucoup de nodules. À l'unité, ça doit pas valoir grand-chose, d'où le besoin industriel. Mais comme on disait, en plus, c'est vrai qu'après, il faut les séparer aussi, vu que c'est vraiment des traces, finalement, de cobalt, de nickel, donc il en faut beaucoup, et il faut... Encore une fois, c'est toute une industrie derrière. Alors il faut effectivement un bon paquet de nodules. Pour qu'un gisement vaille le coup, il faut que ce soit exploitable quand même bien 20 ans, hein. Donc là encore, le faire cacher Hmm. une nouvelle fois, ça veut dire le Oui, faire cacher 20 ans, ça me paraît un peu compliqué. c'est compliqué. Donc oui, c'est pour aller au bout du système, faut on parle quand même d'une vraie dénaturation de l'habitat. On parle d'enlever vraiment un très grand nombre de nodules. Alors après, Oui. ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il y a des limites à ça, et c'est un peu ce qu'utilisent certains industriels comme argument. Alors là, sans jugement aucun, je le dis de manière neutre, mais eux disent que ils laisseront de toute façon une partie non impactée, puisque technologiquement parlant, ils ne peuvent pas récolter tous les nodules. Ils ont une limite en termes de pente. Donc faut Vente. imaginer que ces plaines abyssales, ça a l'air très plat, c'est Hmm. globalement plat visuellement, mais ça l'est pas tant que ça si on regarde dans le détail. Et en fait, technologiquement, ils sont bloqués par des pentes supérieures à 5°. 5°, c'est pas tant que Hmm. ça finalement. Donc ça veut Effectivement. dire que sur des zones comme ça, on estime qu'il y a de forts pourcentages, parfois près de la moitié, des zones de contractants qui sont à plus de 5%, à plus de 5°, et donc du coup, sur lesquels on pourrait pas enlever les nodules. Oui. Alors, je remonte rapidement d'ailleurs, tout à l'heure, je montrais cette image-là, qui du coup est un peu irréaliste alors, parce que d'ailleurs on n'a pas trop parlé, on a beaucoup parlé, donc comme je disais tout à l'heure, les nodules, ça c'est ce que vous disiez, donc sur le plancher océanique, le robot roule tranquillement, mais donc il y avait aussi tout ce qui était au niveau des sulfures hydrothermaux et des encroûtements, qui sont là pour le coup sur des surfaces qui sont un peu plus complexes. Donc là, cette image-là me fait un peu rire du coup, parce que c'est un peu vertical là quand même. Est-ce que c'est vraiment Oui, dans des plans? c'est exagéré comme Oui. échelle, oui, je pense. Mais du coup, 5 degrés, c'est pas énorme. Donc, est-ce que c'est viable de faire sur certaines surfaces qui sont un peu justement, ou même avec des petits dénivelés, même des petits un peu cabossés? Bah, effectivement, selon les zones, ça peut représenter une forte proportion. Hmm. Voilà. Est-ce qu'ils ont en tête qu'ils vont améliorer leur technologie pour aller plus loin, ou est-ce qu'ils se disent qu'avec la moitié, ils seront déjà viables? Je ne sais pas. Je suis pas dans les groupes Oui, industriels qui envisagent ça, mais c'est pour ça que je pense qu'il il y a encore pas mal de boulot à faire oui. pour eux. Et j'avais une question d'Arcator aussi qui disait, enfin, c'est peut-être une question justement, est-ce que c'est réalisable de juste envoyer un peu en amateur une encre au fond pour racler le sol et récupérer des nodules à part Absolument pas. 6000 ou 4000 mètres, voilà, ça serait quoi la limite finalement physique derrière ça? Il y en a plusieurs, j'en imagine plusieurs, mais Bah, déjà pour savoir ce qu'on fait, il faut quand même avoir des capacités d'exploration. Hmm. Donc ça passe par des drones sous-marins, hein. Oui, de pas Pour partout du coup. cartographier, imager, savoir exactement où sont les gisements, voilà. Après, il faut être capable d'extraire, d'analyser la chimie, de savoir où Hmm. est-ce que c'est le plus intéressant, et puis après, il faut être capable de remonter, et bah, remonter 5000 mètres de colonne d'eau pour des matériaux qui sont quand même assez lourds. Hmm. Ça demande une énergie, ça demande une expertise aussi. Envoyer un sous-marin par entre 4 ou 5000 mètres de fond, c'est pas anodin. Hmm. C'est une expertise. Donc effectivement, il y a quelques spécialistes qui sont capables de développer ce genre d'engin, mais n'importe qui ne peut pas le faire. Alors on Oui. a vu certaines personnes par moment qui disaient qu'on pouvait peut-être envoyer une drague, une espèce de grosse drague au fond, Ah oui, donc ça a vraiment été racler, étudié quand même, oui. voilà, racler et ramener. Il y a des gens qui pensent ça. Heu, Moi je vois pas comment
comment c'est Ça possible. semble, oui, ça semble complexe en tout cas. Ça prendrait un temps fou pour ramener. Enfin, je vois pas du tout comment c'est possible. Mais bon. Oui, d'accord. Non, c'était bien. J'avais pas trop pensé encore à ça, effectivement. Donc oui, pour passer un petit peu à votre quotidien à l'Ifremer aussi, parler un peu des missions de l'Ifremer et le travail à ce niveau-là. D'abord, je vais lancer un petit sondage. Comme je vous avais dit, c'est grâce à Internet j'ai pu trouver en tout cas des anecdotes sur vous. Donc je me suis dit, hop, autant en profiter. Et en tête, voilà, face à quel animal vous vous êtes réveillé? C'est un peu ça qu'on peut dire? Réveillé, c'est la bonne... En quelque sorte. Bon, ok. Alors du coup, voilà, je le mets, je sais pas où est-ce qu'il va apparaître. Ah voilà. Donc j'ai mis une baleine, un ours polaire ou Cthulhu. Bon, c'est un peu pour un peu d'humour pour une des questions. Il y a un vote pour Cthulhu. Voilà. Bref, on attendra la fin avant d'y répondre. Mais moi j'avais une première question du coup pour le travail, en tout cas pour vous-même. Je me demandais par rapport au deep sea mining, est-ce que vous discutez beaucoup avec des collègues internationaux à l'étranger? Oui, par la force des choses, on est obligé. Alors c'est un plaisir à chaque fois, mais de toute façon, on n'a pas tellement le choix parce que on travaille sur des zones compliquées et on est peu d'experts en France. Donc en fait, j'ai un truc qui s'affiche. Voilà. On est peu d'experts en France, donc en fait, on est obligé de travailler avec des équipes. Alors souvent européennes, mais ça peut être ailleurs aussi. Pour comparer nos données, pour échanger, pour identifier des choses qu'on n'est pas toujours capable d'identifier nous-mêmes, donc dans le cadre de collaboration. Donc on travaille, nous, très souvent avec les Allemands, les Néerlandais, les Anglais, et puis spécifiquement sur des chantiers en particulier qui auraient un intérêt sur une question ou qui auraient une expertise sur une question. D'accord. Alors on en est à 1 partout pour baleine et ours polaire et 2 pour Cthulhu, qui est numéro 1. J'avais raté une question apparemment d'Arcator, pardon, c'était laquelle? C'était si c'était viable. Ah oui, non, il demandait pour la pente, est-ce que si dans un sens c'est pas possible, mais si le robot fait demi-tour, est-ce que ça marche? Bon, ça c'est un peu... Dans tous les cas, je crois que c'était prévu en tout cas de ramasser un peu dans le sol en faisant des demi-tours. Cette idée de pente, en fait, c'est que pour l'instant, les collecteurs qu'ils ont imaginés, c'est des espèces de grosses chenilles, un peu comme ce qu'on voit en montagne, quoi. Et donc, qui vont passer sur le sol et récolter les nodules à leur passage, et après les broyer à l'intérieur et renvoyer les particules par une espèce de pipe qui remonte. Et donc, cette chenille, pour ramasser les nodules de manière efficace à son passage, il faut que ce soit relativement plane, dans un sens ou dans l'autre. Oui. Donc, du coup, s'il y a une pente un peu trop élevée, la chenille, elle passe, mais du coup, elle ramasse pas le nodule. Il s'en va, quoi. Donc du coup, voilà. Mais ça pour nous c'est hyper intéressant parce que ça soulève des questions. Est-ce que les organismes qui vivent dans les pentes sont les mêmes que sur les zones très planes? Est-ce que cela pourrait servir de zone refuge pour recoloniser les zones planes impactées ou pas? Est-ce que de toute façon ils seront trop impactés par le stress global? Parce que j'ai parlé effectivement de extraire les nodules, le panache d'extraction et tout ça, mais c'était sans parler de la lumière, du bruit, des vibrations qui n'ont absolument rien à faire là normalement et qui peuvent aussi impacter les organismes qui vivent au fond. J'avais présenté rapidement tout à l'heure aussi, vu que c'était sur ce document-là justement, où voilà, c'était un document de l'AEC qui montrait un peu le bruit, justement, les sédiments qui étaient remis. Donc tout ça, c'est ce qu'on a un peu déjà discuté tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi, de lumière qui ont d'autres impacts, qui sont pour le coup encore difficiles aussi à mesurer. D'accord. Alors du coup on va pouvoir répondre à la question, je vous remets en grand. Hop. Alors quel était cet animal? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai vu les deux. Ah oui d'accord, je savais pas alors. Bon, je savais pas du coup. Vous avez vu Cthulhu alors? Non, le réveil, oui, on s'est fait réveiller sur une mission sur un brise-glace. On s'est tous fait réveiller tout le bateau parce qu'effectivement, il y avait une maman ours polaire avec son petit qui s'était assis sur la banquise devant le bateau. Mais littéralement assis en face du projecteur du bateau, parce qu'on était en pleine nuit. Et donc du coup, ils ont été comme... c'était de nuit du coup, à ce moment-là. Ouais, j'étais en Arctique, donc il faisait nuit pendant 3 mois. Le projecteur était en train de cibler donc ces 2 ours polaires, la maman et son petit, qui étaient assis en train de nous regarder et nous faire face les yeux dans le projecteur. Donc c'était assez hallucinant parce que c'est vrai qu'on en voyait de loin. Là, ils étaient littéralement à 50 mètres, quoi. Donc c'était assez rigolo. Mais effectivement, pour la petite histoire, il y avait aussi pas mal de baleines sur cette mission. Donc on les voyait de temps en temps. Mais c'est plus commun, on va dire, sur les missions en mer. Oui, d'accord. Donc justement, j'avais votre CV là, où on me voyait un petit peu. Donc attendez, je vous montre voilà, votre petit parcours en tout cas. Parce qu'au final, voilà, pour ceux que ça intéresse, l'Ifremer, d'ailleurs, on n'a même pas trop défini finalement quelles étaient les missions de l'Ifremer, là où vous travaillez.
Alors, on a différentes choses. On fait de la recherche fondamentale, comme n'importe quel institut de biologie marine ou géologie et autres. Et on fait aussi de l'appui à la puissance publique, c'est-à-dire que en tant qu'EPIC, en fait, on peut être mandaté par le gouvernement pour répondre à certaines questions, à certains besoins, demandes. Donc effectivement, il y a des équipes de l'Ifremer qui travaillent sur le milieu côtier, qui travaillent donc autant en géologie qu'en biologie. Et donc nous, effectivement, sur les grands fonds, pour ce qui est de la partie zone de contrat d'exploration, que ce soit sur l'hydrothermal en Atlantique ou sur les nodules en Pacifique, c'est une demande du gouvernement qui est, donc la France est le contractant officiel, c'est pas l'Ifremer, c'est la France qui est le contractant officiel, mais l'Ifremer est mandaté par le gouvernement pour s'occuper de cette zone. Ça veut dire que c'est nous qui faisons lien avec l'autorité des fonds marins, qui rendons des rapports de nos travaux qui sont publics et qui effectivement faisons les analyses, que ce soit en géologie ou en biologie sur ces zones-là. D'accord. Et on vous demandait aussi dans les questions justement, racontez-nous, il disait Splagada, le quotidien de chercheur, c'est quoi une journée typique? Eh ben, le quotidien d'un chercheur, pour la plupart des jours, ça ressemble beaucoup à plein de boulot, c'est-à-dire qu'on est quand même au bureau avec un PC et voilà. Ça, c'est la plupart de nos journées. Maintenant, sur une année, on va avoir très souvent, alors ça dépend de ce qu'on fait. Nous, dans les grands fonds, on a des missions en mer, évidemment. Donc là, par exemple, entre octobre et décembre, pendant 45 jours, je vais être sur un bateau qui s'appelle le Pourquoi pas, qui est donc l'un des navires de la flotte océanographique française. Donc 45 jours, c'est pas une petite mission, c'est une mission assez longue. Et donc du coup, là, on va partir échantillonner. Donc ça représente 45 jours en mer, mais ça représente beaucoup plus en termes de travail, puisqu'effectivement, il y a toute une préparation avant. Donc, il faut faire un plan d'échantillonnage avec des questions scientifiques, se mettre d'accord, trouver des collaborations et tout ça, répondre à des appels à projets pour trouver des financements. Et après la mission, il y a effectivement beaucoup d'analyses en laboratoire. Donc, on va être d'autant sur les suites d'une grosse mission comme ça, on va être d'autant en labo qu'au bureau après. Et puis ça se dilue au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que plus on a analysé de choses et plus on va être obligé de passer du temps devant nos écrans pour faire les analyses, la stat, et puis in fine, l'objectif d'un chercheur, c'est de publier ses résultats, donc d'écrire. Oui, effectivement. Alors je connaissais pas du tout le pourquoi pas, mais du coup j'ai tapé vite fait sur internet pour le trouver. Donc il ressemble à ça, et c'est... On nous dit en tout cas très bon nom le bateau, dit quiconque. Et effectivement, c'est écrit pourquoi pas. Je ne connaissais pas celui-là. Donc toute la flotte de l'Ifremer. Ouais, c'est le plus gros de la flotte française. Et donc du coup, pour les missions de grands fonds comme ça, c'est souvent celui qu'on nous attribue ou qu'on demande en tout cas. Sur lequel est donc plus facilement déployer les engins sous-marins, donc comme le Nautil, qui est donc le sous-marin habitable, ou le ROV Victor. Justement, j'avais pas mis de côté, mais ça, on va faire un petit point justement là-dessus. Je trouvais ça vraiment très intéressant, comme on en a discuté avant le live. Mais il y a différentes donc flottes de bateaux qui sont utilisées. Il y a des sous-marins déjà autonomes. On va peut-être commencer par ceux-là. Donc les AUV, c'est ça? C'est ça. Donc je cherche aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les AUV? D'ailleurs, je vais essayer d'en trouver un. Alors, c'est des petits drones comme ça, c'est ça? Ouais, alors Ifremer a développé la UV Ulix, donc on en a plusieurs selon ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Voilà, le premier là. Ils ont plusieurs types de capacités et plusieurs capacités à aller au fond. Donc Ulix, comme le ROV et le Nautil, c'est un engin qui est capable d'aller à 6000 mètres de fond. Et donc l'idée d'utiliser un AUV, que ce soit celui-là ou un autre, c'est donc d'abord que c'est autonome, donc il est programmable. C'est un outil qui est très très performant pour l'exploration, la cartographie, la prise d'images. Donc en fait, on va lui demander de quadriller une zone et il va prendre des images, nous faire la carte bathymétrique, c'est-à-dire la topographie du fond. Et puis prendre les images pour différentes questions, que ce soit simplement du mapping ou alors même aller chercher des photos haute résolution pour essayer d'identifier les organismes assez gros qui peuvent être identifiés sur image, par exemple. Donc ça a plutôt
pas pour échantillonner, hein, c'est plutôt vraiment de l'explo Là, c'est ou de la carte. c'est de la Et après, reconnaissance, pour ouais. l'échantillonnage, on va plutôt utiliser des ROV ou le Nautil, qui est donc un sous-marin habitable. Donc, Donc typiquement, le le ROV ROV principal de Victor, voilà, pour l'Ifremer, mettre, c'est le Victor 6000, je vais mettre notre, qui est la donc un page Wikipédia en français engin. n'a absolument pas de photo. J'avais pas vu ça, mais c'est quand même dommage. Donc c'est un engin qui est donc lié au bateau par un câble. Et qui va donc être déployé au fond et qui va donc être piloté depuis le bateau par des pilotes dédiés qui sont en collaboration, enfin en lien pendant qu'ils le pilotent avec des scientifiques pour répondre à des questions et à des besoins en échantillon. Et donc du coup, qui a 2 bras qui sont articulés et qui vont permettre d'échantillonner, que ce soit effectivement pour la biologie ou la géologie, des zones très précises. D'accord. Attendez, je vais en profiter pour mettre à contribution les gens, comme tout à l'heure on parlait du Victor. Donc je ne dites pas la réponse tout de suite, mais si les gens connaissent peut-être des endroits où c'est qu'à chercher, en tout cas le ROV, mais finalement autant dire comme ça, plutôt pas faire un sondage, j'aurais pas le temps. Mais dans l'actualité, à quoi a servi le Victor 6000 ? Je vous laisse le dire vous-même comme ça. Oui, bah là, c'est vrai qu'il est parfois demandé pour des cas un peu de force majeure exceptionnelle. Un peu extrême, effectivement. Donc effectivement, là, avec ce qui s'est passé dernièrement avec le sous-marin Titan, ils ont dû l'envoyer pour essayer de le retrouver. Mais là, dans ces cas-là, c'est quoi ? C'est la France qui a dit qu'elle proposait le Victor, ou c'est l'Ifremer, ou c'est... Comment ça s'est passé pour ça ? Dans le détail, je ne saurais pas dire. Ouais. C'est au cas où. Mais donc, en tout cas, ça, c'est un ROV. ROV, c'est Remote Operated, je crois. Donc, c'est télécommande à distance, c'est ça ? Ouais. Pour le nom. Et c'est ça qui permet... Donc, ça, c'est de commander à partir d'un bateau en surface. C'est pas un truc autonome. C'est ça. Ouais. Les pilotes du ROV sont dans un container qui est sur le bateau. Et donc, ils pilotent depuis le bateau. Et donc ça, c'est ce que vous avez pu faire vous-même, être dans ce fameux container, comme vous me racontiez ça tout à l'heure. C'est vraiment donc c'est vraiment juste un container. C'est un container aménagé. Alors il est à terme aménagé à ça, et donc il est posé sur le bateau. Et effectivement, c'est exactement ça. Il y a tout un tas d'écrans, de manettes et tout ça pour que les pilotes puissent donc manipuler et l'engin et les bras de l'engin. Et donc dans ce container, c'est pas avec une manette de jeu vidéo pour eux, par rapport non, alors, pour reprendre le Titan qui avait mis ça. Ils ont un truc très dédié pour l'un des 2 bras. Ils ont une espèce de joystick articulé qui reproduit tous les mouvements du bras et tout. C'est assez impressionnant. C'est peut-être ce qu'on voit sur l'image alors. Là, ce qu'on voit là, c'est ce qui permet de piloter l'engin. Ah oui, d'accord, donc c'est pas, il y a un bras vraiment plus sophistiqué pour Là, on voit la commande de l'engin et après, ils ont un truc, ils ont une espèce de joystick pour commander le bras. Et, mais il y en a certains, alors pas les Français, mais il y en a certains qui effectivement ont des manettes de jeux vidéo pour conduire les engins sous-marins. Ah d'accord, ça se fait quand même vraiment. Les Américains, ils ont ça. Parce que tout le monde se moquait un peu du Titan avec leur manette Logitech, il me semble. Ouais, alors il y a des gens, il y a Woodsole qui ont un grand nombre d'engins sous-marins d'ailleurs. Certains pilotes qui les pilotent avec leur manette de Xbox. Ça veut pas dire que c'est de l'arnaque. Il y en a qui font ça très bien. C'est ça. Et justement, moi, c'est ma Xbox. Là, le manette Logitech, même pour ceux qui connaissent, c'est pas la plus chère. Non. C'est un peu chercher le bug. On nous dit qu'ils utilisent un joystick pour Star Citizen, effectivement. C'est un peu ça l'idée. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est les navires avec lesquels ils sont lancés, ou c'est d'autres navires, le Thalia et Thalassa ? Ça, c'est d'autres bateaux de la flotte française. D'autres bateaux, qui sont plus petits, donc sur lesquels moi je ne suis pas monté, parce qu'effectivement, les missions grand fond, c'est souvent avec des bateaux de plus grande taille. Donc moi, c'est principalement sur le Pourquoi pas ou l'Atalante, qui sont les 2 plus gros. L'Atalante, donc, celui-là, je ne l'ai pas vu. Comment ça s'écrit ? C'est Atalante, vraiment ? C'est le 2e en taille. Hors Marion Dufresne, qui est un autre bateau finalement associé à la flotte. Ah oui, d'accord. Et ça, la mission que vous avez faite, ça c'était celle, ça avait duré combien de temps ? J'en ai fait de 5 semaines, de 3 semaines. Généralement, ça oscille entre 3 et 5 semaines, les missions que je fais. D'accord. Donc ça, c'est régulier pour des membres de l'Ifremer, ou c'est spécifique aux chercheurs en écologie benthique ? Ah, ça a coupé, je suis désolé. Ah,
Vous m'entendez? Pardon. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, je demandais, est-ce que c'est quelque chose qui est commun finalement pour tous les chercheurs ou c'est spécifique pour ceux qui étudient vraiment la faune et flore marine? Non, c'est pas commun. Ceux qui travaillent sur le milieu côtier, ils ont des missions où ils rentrent à terre tous les soirs. Donc effectivement, c'est pas la même histoire. Nous, effectivement, c'est un peu particulier de partir un mois et demi en mer. Ça demande un investissement humain aussi parce qu'effectivement, on est loin de la famille, donc c'est pas toujours simple. Après, c'est aussi, ça peut aussi être très enthousiasmant et super agréable parce que c'est un travail qui est à la base de ce qu'on fait et qui est aussi c'est très bien d'être à toutes les échelles du processus, quoi, de savoir effectivement que ce qu'on étudie en labo, on l'a ramassé à tel endroit, qu'on était là, qu'on se rappelle comment on a fait, que s'il y a eu un truc qui n'a pas été exactement comme ça devait, on sait pourquoi, on a pris une note. Donc c'est pas mal. Et puis c'est des expériences qui sont aussi quand on est biologiste marin, on aime aussi être en mer et travailler là-dessus. Oui. Maintenant, effectivement, c'est souvent intense. De plus en plus d'ailleurs les missions en mer parce ça coûte très cher et on essaie de rentabiliser un maximum chaque minute qu'on passe sur ces bateaux. Donc forcément on n'a pas trop d'horaires, il y a beaucoup de boulot et voilà, on vit un peu en microcosme avec tout le monde, donc c'est un moment un peu particulier du boulot mais qui n'est pas désagréable. Oui. En moyenne, donc, ça vous fait combien de temps par an, en fait, en mer? Quand je fais une mission de 45 jours, j'essaie d'assurer que ce soit la seule de l'année. Oui, ouais. Sinon, ça me ferait un peu trop. C'est déjà pas mal. D'accord. Et là, ça fait depuis quelques années seulement aussi que vous êtes au sein de l'Ifremer. Donc, il y en a eu déjà à peu près une tous les ans, peut-être Ouais, j'ai commencé à l'Ifremer avec un postdoc en 2020. Avant ça, j'étais en Norvège. D'accord. C'était ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y avait une question qui était aussi de Splagada, celle-là, mais c'était quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait rejoindre peut-être l'Ifremer? Eh ben, c'est une bonne question. Le conseil, c'est d'abord qu'il faut toujours y croire et jamais se dire que ça va pas marcher et pas trop écouter les gens qui disent que c'est trop long ou très compliqué ou les études sont longues ou machin. Parce que en fait, c'est vrai que c'est 8 ans d'études, un doctorat, mais il y a pas mal de temps où c'est plus vraiment des études. En fait, la thèse de doctorat, les gens pensent que c'est des études, mais c'est pas des études, c'est du boulot. Déjà on a un salaire et puis en plus on travaille vraiment en tant que chercheur. Alors on apprend à devenir un chercheur, donc on est supervisé par des gens, mais on fait déjà ce travail. Donc c'est pas vrai que c'est 8 ans d'études. Et après il faut être mobile. Il faut pas se dire je vais faire mes études dans cette ville et c'est vraiment dans cette ville que je voudrais travailler plus tard et tout. C'est possible, mais ça va forcément passer par un moment où on part ailleurs. Parce qu'aujourd'hui on n'est pas chercheur en France, sauf cas très exceptionnel, sans passer un minimum par l'étranger. Avec des contrats, que ce soit la thèse ou des contrats de postdoc à l'étranger. Donc il faut être capable d'être mobile et de se dire qu'on va aller apprendre d'autres choses, des choses nouvelles à l'étranger pour revenir avec un panel de compétences différents. Et puis le dernier truc que je dirais, c'est que il faut être capable, je pense, de multiplier les compétences différentes. On voit parfois des gens qui disent, moi par exemple je suis spécialiste d'un groupe d'organismes, c'est là-dessus que je me suis formé, mais très rapidement j'ai essayé de faire d'autres choses en complément, de la chimie, plein de trucs un peu différents, et finalement c'est être complémentaire, c'est souvent la clé parce que les jobs sont rares finalement en recherche. Oui, en tout cas, on peut imaginer qu'il n'y a pas 30 000 chercheurs en écologie benthique dans le monde. Voilà, et les jobs à temps plein, en tout cas en CDI, sont rares. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'être capable de répondre à des offres de postes différentes avec des couleurs un peu différentes. Donc, ça veut dire être capable de faire plusieurs choses. Oui, d'accord. C'est bien, ça a bien répondu à... je trouve aux compétences. En plus, il y avait une question sur les compétences, donc voilà. Et on nous dit en tout cas, c'est Azwin qui dit, ça donne envie quand même comme job. C'est globalement assez chouette. Hein. Je vais pas vous dire que je regrette ce que j'ai fait pour en arriver là, parce que finalement, c'était plutôt chouette jusqu'à présent. Vous en donnez pas l'air, donc ça va. Je vais remettre rapidement votre parcours, comme ça peut intéresser encore une fois si jamais des gens. Vous avez commencé donc avec une licence SVT en tout cas, master en océanographie. Parcours paléoclimat, c'est ça que vous disiez au début, que vous vous intéressez pas beaucoup au climat, effectivement. Ouais, moi je voulais faire vraiment l'histoire des climats de la planète, c'est pour ça que j'ai fait mes études et c'est pour ça que j'ai fait un doctorat.
Et finalement, c'est au cours de... Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'en sciences, c'est pas parce qu'on se lance dans des études particulières, un master particulier, que c'est ce qu'on va devenir. Pas du tout. Oui. On peut très bien faire une thèse dans un domaine et puis faire un postdoc où on va utiliser un peu de nos compétences, mais apprendre des nouvelles choses et finalement arriver à un job de chercheur qui n'est pas exactement ce qu'on a fait ni pendant les études ni pendant le doctorat. Oui. Donc Je ouais, moi rappelle, j'ai donc, fait vous avez des, changé j'ai fait au des postdoc, climats alors. et je suis parti après sur effectivement l'écologie et les milieux extrêmes. Oui. Après, votre doctorat donc était déjà, je vois, sur distribution des faunes vivantes, mortes et fossiles, donc voilà, il y avait déjà le côté foraminifère. On n'a même pas défini d'ailleurs le foraminifère, c'est vrai. Peut-être au C'est début, peut-être pas pour ceux des qui... micro-organismes essentiellement marins, mais pas que, unicellulaires. unicellulaires, du coup. Voilà, donc ça fait partie c'est un phylum foraminifère, donc c'est un grand groupe d'unicellulaires qui fait partie des protistes et qui. Alors, c'est peut-être un peu technique là, effectivement. Voilà, pour ceux vraiment qui veulent aller au bout de la question. Ouais. Et ils sont caractérisés par deux choses en particulier, c'est que une grande partie d'entre eux ont des coquilles en calcaire et ces coquilles-là, elles fossilisent magnifiquement bien. Donc du coup, ça a été beaucoup utilisé dans le passé comme outil de climat du passé. Parce qu'en fait, quand elles fossilisent, elles nous renseignent sur l'histoire climatique via leur distribution, les espèces qu'on trouve, mais aussi via la chimie de leurs coquilles. Et puis, pour tout le reste, elles sont de plus en plus utilisées, et ça commence à faire quelques décennies maintenant, comme indicateur de la qualité des environnements, que ce soit dans le grand fond, mais aussi surtout dans le côtier, à savoir qu'elles sont sensibles aux changements environnementaux, notamment à l'impact de l'homme. Et donc, du coup, si on a une zone qui va être polluée, contaminée ou enrichie, on parle de trophisation, enrichie en matière organique du fait de l'activité humaine, on va pouvoir utiliser ces spécimens pour savoir si l'écosystème va bien. D'accord. Effectivement, ça, oui, j'avais déjà entendu ça aussi dans d'autres articles où à chaque fois on se sert de certaines formes de vie pour comprendre finalement si l'environnement va bien. En tout cas, surtout d'ailleurs, il me semblait que c'est surtout, on m'avait dit plutôt les méga prédateurs par exemple. C'était apparemment important. J'imagine la mégafaune, c'est ça aussi qui permet de voir si un environnement se porte bien. Bah, plus on est haut dans la chaîne alimentaire et plus on est fragile. Oui. Donc en fait, ça va être les premiers, s'il y a une perturbation, souvent à disparaître. Donc nous, on est les plus fragiles alors. On dirait pas comme ça, mais oui. Clairement. Du coup, oui, clairement. Mais du coup, ouais, moi, les petits organismes, effectivement, ils sont plutôt à la base de la chaîne alimentaire. L'avantage, c'est qu'ils ont un temps de vie très court. Donc du coup, s'il y a un changement drastique, ils vont pouvoir l'enregistrer très vite. Et si ça revient à l'état un peu plus calme, il y a des nouvelles générations, des nouvelles populations qui vont arriver. Donc là encore, on va pouvoir l'enregistrer très vite. Donc le suivi temporel est beaucoup plus facile sur des organismes au temps de vie court. D'accord. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais s'il y a encore quelques questions, on peut en prendre un petit peu. Il y avait une question de Splagada, en tout cas, qui disait côté fun, vous avez votre dose à l'Ifremer. Alors attendez, je remets en grand. Est-ce qu'on s'amuse beaucoup à l'Ifremer? Oui, on essaye. Ou sur les bateaux. J'imagine qu'il y a une bonne entente aussi dans l'équipage. Enfin, il faut espérer en tout cas qu'il y ait une bonne entente. Oui, c'est vrai que nous, de par les missions longue durée et assez régulières, on est souvent avec les marins et donc on échange souvent avec eux. Donc c'est vrai que c'est toute une communauté finalement qui se crée. Et oui, globalement, les missions en mer passent par... si on y retourne, c'est que ça se passe bien. Oui, c'est ça. Donc vous y étiez retourné plusieurs fois. Et donc là, vous y retournez, j'avais pas trop entendu, c'était en novembre, il me semble. Ouais, on part fin octobre et on revient donc début décembre. On part sur donc les zones hydrothermales milieu Atlantique. Atlantique, alors c'était. Ouais, donc là on est sur le contrat d'exploration français. Qui est associé à l'hydrothermalisme. Et donc, du coup, mission de 45 jours à couleur principalement biologique avec un petit peu de géologie où on va effectivement échantillonner différents sites hydrothermaux actifs, leur périphérie et un petit peu d'inactifs pour essayer de déterminer la biodiversité de ces endroits et justement de définir un petit peu mieux, si on peut, l'actif de l'inactif. Parce qu'il y a un moratoire sur l'hydrothermal actif. Les gens sont positionnés et on dit qu'ils n'iront pas exploiter l'actif, les fumeurs actifs, jamais. Donc actif, pour résumer, c'est finalement les volcans sous-marins, en résumé, qui sont encore actifs, qui ont encore... C'est ce qu'on voit, voilà. Les fumeurs qu'on voit, les charges de fluide, avec toute la faune associée, donc la faune symbiotique et tout ça. Quand on est sur l'inactif, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus,
mais voilà, la définition, elle est pas simple. Il y a tout un débat apparemment. Ouais, voilà. C'est ça. Parce qu'effectivement, on mesure parfois un petit peu d'élévation de température sur des sites qu'on pense éteints ou très périphériques. Et donc, du coup, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose. Et s'il y a du fluide, ça veut dire qu'il va y avoir des éléments particuliers, des éléments réduits, par exemple, qui vont servir d'énergie aux communautés microbiennes, qui elles-mêmes vont servir de source de nourriture à d'autres organismes. Et donc, une biodiversité qui va être associée à ce système-là, et que du coup dépend de la qualité du système et du fait qu'on ne l'impacte pas. D'accord. Alors pour reprendre quelques petites questions finales, en tout cas est-ce qu'il y a beaucoup de doctorants et ils participent aussi à des missions? C'est vrai, est-ce que quand on est doctorant, est-ce qu'on est déjà sur des missions? Oui. Est-ce qu'il faut Oui. Il y a déjà, voilà, oui, classiquement, il y a toujours des doctorants sur les missions en mer. Alors, peut-être pas ça dépend des missions et ça dépend du timing. C'est vrai qu'une thèse, c'est 3 ans, c'est rapide et qu'il faut aller au bout. Quand c'est en plein dans son sujet de thèse, ça tombe bien. Sinon, voilà, globalement, on essaye un maximum de pouvoir faire embarquer des étudiants en thèse parce qu'on estime que ça fait partie de leur formation aussi, que de découvrir le travail en mer et d'être capable d'apprendre, d'être compétent sur un bateau pour savoir comment on traite les échantillons. Donc il y a toujours des doctorants sur les missions en mer. Ouais. D'ailleurs, dans l'Ifremer, on demande aussi est-ce qu'il y a des ingénieurs aussi, des techniciens. Ouais. Voilà, il y a tout un panel. Il y a même une belle proportion de techniciens et d'ingénieurs par rapport à d'autres instituts, plus qu'à l'université, je dirais. Et donc effectivement, ce sont des gens qui embarquent aussi sur les bateaux. Oui. Plus les marins, du coup. Qui sont essentiels même sur les bateaux parce qu'on a beaucoup de travail technique et technologique sur les bateaux pour que tout fonctionne bien, et donc ces gens-là sont essentiels. Oui, on l'a vu, envoyer, on n'a pas trop parlé de la physique derrière, mais envoyer quelque chose à 6000 mètres, ça demande beaucoup de technologie. Oui, complètement. Et une autre question de Stratos aussi, alors ça c'est plutôt pour le travail du chercheur en lui-même, mais combien de temps entre la préparation d'une mission et la première publication? Là par exemple, vous allez partir fin octobre, ce serait pour une publication qui serait quand alors? Alors, ça dépend, évidemment, ça dépend de la question et ça dépend à quel point c'est compliqué d'analyser le tout. Ce qu'on voit, c'est qu'une mission en mer globalement, bon déjà on la prépare plusieurs années à l'avance, ne serait-ce que pour demander le bateau, pour avoir les financements, tout ça. Une fois que la mission est faite, je dirais qu'il y a les premières publications dans l'année qui suit. Ça, c'est vraiment pour ceux qui avaient une question très précise, très arrêtée. Ils avaient besoin d'un échantillonnage, ils le prennent, ils l'analysent, ils répondent à leurs questions, ils écrivent le papier. Et ce qu'on voit, c'est que généralement, c'est sur 10 ans, les résultats d'une mission comme ça, là, grand fond, où il y a beaucoup de chercheurs dessus. Sur 10 ans, on a des publications qui tombent en lien avec cette mission-là. D'accord. Donc là, c'est pour ça que, voilà, encore une fois, pour revenir, si on revient au sujet du minage en eau profonde, il faudrait au moins 10 ans d'études pour déjà au moins savoir statuer qu'est-ce qui se passe en fait. À minimum. Oui, voilà. Donc tout ça pour dire qu'on n'y est pas encore. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui, sauf s'il y a vraiment une petite dernière question à la limite qui passe rapidement, mais en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses très claires. Voilà, merci très à bien exposé. Et puis merci encore d'ailleurs pour avoir répondu aux questions pour l'article qui sera publié. Donc voilà, je ne dirai pas où encore, mais j'en reparlerai. Et voilà, bon, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais stopper là-dessus. En tout cas pour vous, moi je reste un petit peu en live peut-être pour discuter un peu avec les spectateurs, mais en tout cas pour vous, je dis merci. Ça marche. Donc, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci. À une prochaine. Bonne journée à vous alors encore une fois. Au revoir. Au revoir.